Donc, écoutez, un grand plaisir de répondre positivement à cette invitation. Nicolas Maudet a brièvement introduit notre travail. Donc, effectivement, Swazik et moi-même avons été jusqu'à très récemment au sein de la mission Etalab en charge de ces questions d'algorithmes publics. Etalab, en deux mots, c'est un service du Premier ministre qui, historiquement, depuis une dizaine d'années, s'occupe des questions d'open data et d'ouverture des données publiques. Et par extension, on s'est aussi intéressé, une fois qu'on était parti de l'ouverture des données publiques, à leur exploitation. Donc, on a une petite équipe de lab d'intelligence artificielle qui accompagne les administrations dans le développement d'un certain nombre de projets. On s'est intéressé aux questions de gouvernement ouvert aussi. Et puis donc, effectivement, avec Swazik, on a traité de ces questions d'algorithmes publics. Alors, l'idée de l'après-midi de la présentation, donc on va alterner un petit peu. Moi, je suis à distance, donc, puisque je suis basé à Rennes, donc je ne serai pas physiquement à Paris, mais on va essayer de faire ça un petit peu en duo avec Swazik. Ce qu'on voudrait vous proposer, c'est vraiment une intervention autour de l'idée de qu'est-ce que c'est que l'explicabilité sur le terrain, ou plutôt basé sur ce que nous, on a vu fonctionner ou ne pas fonctionner dans les administrations. Voilà. Donc, on vous expliquera de manière un peu précise pourquoi, après, on s'est intéressé à ces questions-là, mais tout de suite, peut-être, avant de détailler, de rentrer dans les 4 études de cas qu'on voudrait évoquer ou présenter et discuter avec vous cet après-midi, je voudrais peut-être faire d'abord un petit récap de qu'est-ce que c'est, en fait, que l'usage des algorithmes dans le secteur public. Alors, pourquoi ce petit récap? En fait, on est parti, pardon. On est parti avec Swazik quand on a commencé ce travail-là par un premier constat qui était qu'il n'existe nulle part de recensement exhaustif de l'usage des traitements algorithmiques dans le secteur public. D'accord? Il n'y a pas, ça pourrait être un fantasme, mais il n'y a pas de grande base que vous pourriez interroger qui vous dit tiens, telle collectivité utilise tel algorithme pour faire ça, la police utilise tel algorithme pour faire ça, le ministère de la Justice, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc finalement, il y a une assez faible connaissance de ce qui est fait avec ces systèmes algorithmiques. Donc ce qu'on a essayé de faire avant de partir dans un grand recensement, c'était déjà d'essayer de faire une première typographie ou typologie même un peu, d'essayer de comprendre à quoi ça sert. Et donc, on est arrivé à ce schéma que je vais vous présenter très rapidement parce que il faut bien comprendre que ça va vous permettre aussi après, je crois, j'espère en tout cas, on espère en tout cas, que vous remettiez un peu en perspective les 4 exemples qu'on va vous présenter. Voilà les usages qu'on a identifiés. Historiquement, les systèmes algorithmiques sont utilisés dans les administrations pour attribuer des droits ou calculer des montants selon des règles prédéterminées. Et la première sphère d'application de ces systèmes-là, c'est ce qu'on appelle la sphère socio-fiscale. Donc, c'est par exemple le calcul des taxes et des impôts, par exemple la détermination de vos droits sociaux. Alors, ça peut être des droits d'indemnisation en cas de perte d'emploi, mais aussi des bénéfices, des allocations, caisses d'allocations familiales, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi ça? Historiquement, sans vous refaire toute une approche sur qu'est-ce que c'est que l'historique de l'informatique dans le secteur public. Mais globalement, quand dans les années 50, on a vu arriver le développement de systèmes informatisés dans la sphère publique, je crois que les premiers cas d'usage répondaient à deux caractéristiques. La première, c'est il fallait chercher des cas qui soient suffisamment nombreux, où il y ait beaucoup d'administrés qui soient concernés, d'accord? Beaucoup de foyers ou pour lesquels, ça c'est la première raison de l'automatisation, c'était il y a beaucoup de cas à traiter, d'accord? Il y a du volume, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de dossiers. Et puis parallèlement, il fallait que ce beaucoup de dossiers soient automatisables parce que les règles étaient bien écrites, elles étaient bien décrites et elles étaient relativement facilement entre guillemets, codable. D'accord? Et quand vous prenez ces deux critères-là, très vite, effectivement, vous vous rendez compte que c'est l'administration des impôts, c'est l'administration de la sécurité sociale, c'est l'ANPE à l'époque, Pôle emploi depuis, qui sont les candidats idéaux, on va dire, pour la mise en œuvre de systèmes algorithmiques. Donc aujourd'hui, ça reste encore, et ça je pense que c'est vraiment important à comprendre, ça reste encore l'usage très majoritaire de systèmes algorithmiques dans le secteur public, très, très clairement. Et donc, ça a commencé par ça et ça continue aussi par ça. Le deuxième point d'inflexion, on l'a daté à peu près, nous, fin des années 80, milieu des années 90, c'est quand on a vu se développer
tout un tas de systèmes qui avaient pour vocation de réaliser un appariement, un matching, entre une offre et une demande. Alors, vous avez vu aussi bien sur le slide et sur la manière dont j'essaye de vous l'exprimer, il y a toutes les guillemets qui conviennent bien, parce que quand on dit une offre et une demande, on verra tout à l'heure des exemples assez précis, ça peut être beaucoup de choses différentes. Alors, ça peut être bien sûr dans le domaine notamment de l'enseignement des écoles, des collèges, des lycées, la question de la gestion de la mobilité des professeurs et des enseignants. Ça peut être, et puis peut-être un certain nombre d'entre vous ont eu à connaître ou parfois à subir des systèmes type admission post-bac ou Parcoursup, mais ça peut être aussi, comme on l'a étudié d'ailleurs avec Swazik, des cas très concrets de systèmes d'attribution de places en crèche dans un certain nombre de municipalités. Donc, on est vraiment sur des cas très larges où on va chercher globalement à faire de l'appariement, et la plupart du temps de l'appariement avec des contraintes de ressources, c'est-à-dire de dire finalement, on n'a pas de ressources illimitées, que ces ressources s'appellent des places en crèche ou des greffons cardiaques, on a besoin d'avoir des systèmes d'appariement. Troisième catégorie d'usage, qui est pour le coup encore plus récent, j'allais dire, c'est tous les systèmes prédictifs. Alors, traditionnellement, tous les États occidentaux qui se sont lancés dans la data science ont tout de suite identifié un cas d'usage particulier qui est celui de la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre la fraude sociale. Et donc, la France n'a pas fait exception dans ce domaine avec effectivement un nombre important de moyens autour de la capacité à identifier, à prédire, à repérer des signaux plus ou moins forts, plus ou moins faibles d'un risque ou d'une situation. Donc ça peut être prédire ou identifier des cas potentiels de fraude. Ça a été aussi utilisé pour prédire des cambriolages, notamment dans le domaine de la police ou de la gendarmerie, mais aussi pour prédire un risque de défaillance d'une entreprise. C'est l'exemple de Signaux Faibles, qui est une entreprise, une start-up d'État, c'est comme ça que ça s'appelait initialement, et qui s'intéresse à la capacité à prédire des risques de défaillance des entreprises le plus tôt possible. Donc en pratique, c'est un système qui est géré par les services de l'État, qui met en commun tout un tas de données très différentes sur les entreprises et qui à la fin sort un scoring région par région qui dit voilà les entreprises qui ont le plus de risques de défaillance à horizon 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et ça permet en fait une intervention au plus tôt des pouvoirs publics, c'est-à-dire la capacité à aller voir un ou une chef d'entreprise très vite et lui dire on va commencer à voir avec vous comment on peut peut-être, je sais pas, échelonner des échéances de l'URSSAF ou autre, voilà, d'essayer des cotisations sociales, essayer de faire les choses un peu au plus tôt. Dernier cas d'usage, sans toutefois prétendre que cette typologie soit ni complète ni absolue, quelques cas un peu nouveaux où finalement l'administration, le service public essaye de développer des services non pas pour elle-même ou pour ses agents, mais pour les administrés eux-mêmes. Donc l'exemple qu'on aura le plaisir de redétailler tout à l'heure de manière un peu plus précis, c'est celui de La Bonne Boîte, qui est un service développé par Pôle emploi, mais on peut aussi montrer des systèmes, par exemple, autour de la simulation du coût d'une embauche. Alors, dernier point pour faire cette rapide introduction. Ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'on a dans le secteur public aussi bien des systèmes de décision automatisée que des systèmes d'aide à la décision. Les systèmes de décision automatisés, j'allais dire que finalement, on est sur les cas relativement les plus simples, au sens où on a des systèmes, par exemple Pôle emploi, quand vous vous inscrivez à Pôle emploi, il y a un certain nombre de critères à respecter, et bien, il y a une machine qui va calculer, qui va regarder si les données que vous avez en entrée, les justificatifs que vous avez produits permettent d'arriver à un constat, de dire oui, il est admissible à l'allocation retour d'emploi, non, il n'est pas admissible à l'allocation retour d'emploi, si oui, voilà le montant calculé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, c'est vraiment de la décision purement automatisée. Le calcul de votre impôt sur le revenu, d'ailleurs que vous soyez redevable ou non de l'impôt sur le revenu, tout ça, c'est aussi de l'ordre de la décision automatisée. Peut-être parfois plus questionnable ou en tout cas plus difficile à comprendre et à mesurer, c'est tous les systèmes d'aide à la décision qui existent. Donc, par exemple, un système très simple d'aide à la décision qui est déployé, ça va être une ville qui cherche à mettre en place, qui met en place une grille de critères
pour prioriser les demandes de places en crèche. Donc, par exemple, dans ces critères, on peut avoir, il y a certaines villes, et là, ça relève de choix politiques, il y a certaines villes qui vont pouvoir dire, les places en crèche municipales sont d'abord réservées aux foyers, aux couples, aux familles dont les deux parents travaillent. À l'inverse, il y a d'autres villes qui vont dire, c'est plutôt réservé à ceux dont les deux parents ne travaillent pas. Quand je dis plutôt réservé à, c'est juste des critères de priorisation. Ça ne veut pas dire que vous aurez automatiquement une place ou au contraire, vous n'aurez automatiquement pas de place si vous n'êtes pas dans ces critères. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que ces systèmes d'aide à la décision, finalement, ils font un pré-tri. Donc, on va avoir 15 familles qui veulent la même place en crèche. La commission d'attribution, qui est présidée, elle, par un élu, et donc qui va prendre la décision finale, qui a la légitimité pour prendre cette décision-là. Cette commission-là, elle n'étudie pas 15 dossiers. Elle va peut-être en étudier 3. Et donc, la question, c'est que s'est-il passé pour passer de 15 à 3 Voilà, donc, donc là, on est plutôt dans le domaine de l'aide à la décision. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Je ne sais pas, ou est-ce que mon propos vous semble relativement clair? N'hésitez pas, parce que comme je n'ai pas de feedback, moi, pour le coup, sur mon écran, mais dites-moi, ça a l'air de fonctionner? Bon, on va dire que oui, parce que je n'entends pas. Voilà. Alors, très bien. Alors, encore une fois, c'était très, très courte introduction, mais peut-être avec un message clé qui est de vous dire que, en fait, intelligence artificielle dans le secteur public, c'est pas, et de très loin encore, un usage totalement généralisé. Ah, j'ai un écho qui est reparti, merci. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose de très important de comprendre qu'encore la majorité des usages, c'est des usages relativement simples. Et pour autant, même avec des usages relativement simples, on a déjà des enjeux importants d'explicabilité. Swazik demande juste un moment. Oui. Ah, ils ont des problèmes techniques à Paris. Très bien. Mais en fait, là, c'est bon? Tu m'entends, Simon? Oui, moi, je vous entends. Nickel. En fait, on y avait déjà des questions et des trucs. Donc, d'accord. C'était magnifique. Mais si tu n'as aucun feedback, je suis désolée pour toi. D'accord. Nous sommes devant un public en folie, en réalité. D'accord. Très bien. C'est incroyable. Voilà, je te crois sur parole. Les gens donc, je voulais juste mentionner une chose, et puis il y avait aussi des mains qui commençaient à se lever dans la salle. Oui. Vous avez dû le deviner là, à partir des cas dont on a commencé à parler. Dans l'administration, on va très peu parler de machine learning, deep learning. Là, on vous a beaucoup parlé de systèmes de règles, de fichiers Excel, de calculs sur des bouts de papier. Bon, je caricature. Mais en réalité aussi, c'est un des messages qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est de démystifier cette idée que dans l'administration, on fait énormément de machine learning et de deep learning. Le deep learning, après, je ne veux pas m'avancer non plus parce que, comme le disait Simon, on n'a pas un inventaire exhaustif de tous les algorithmes qui sont développés par l'administration. Mais quand on parle d'intelligence artificielle dans le secteur public, on est souvent sur des régressions linéaires, sur des choses qui sont très simples, notamment parce que les données ne sont pas forcément d'une qualité assez intéressante pour développer des modèles plus avancés, ou bien parce qu'en fait, il n'y en a tout simplement pas l'usage. Donc, c'était l'une des premières choses que je voulais juste repréciser. Mais sachant que dans les outils d'aide à la décision, Signaux Faibles, par exemple, s'appuie sur des techniques de machine learning. Donc, on avait l'attribution des places en crèche qui, là, est plus un système de règles. Mais dans Signaux Faibles, on a du machine learning et on sera amené à en reparler. Voilà, donc ça, c'était une première chose. Et je voyais qu'il y avait une main levée. Et Simon, je vais te répéter les questions dans l'oreillette. Oui. Oui. Donc, c'est une demande de clarification sur le périmètre du secteur public. Est-ce que c'est la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale en France? La réponse est oui. On peut aussi inclure la fonction publique hospitalière. C'est les trois fonctions publiques. Toutes les trois fonctions publiques.
effectivement, dans les applications qu'on a données, il n'y en a aucune à l'hôpital. On a moins travaillé. En fait, c'est intéressant parce qu'on va justement commencer par une application à l'hôpital. Alors, ça nous fera peut-être une transition excellente s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Et oui. Alors, est-ce qui est fait à l'échelon européen, est-ce que ça nous concerne? Je me permets de répondre, Simon. Oui, je t'en prie. La réponse est oui et non, c'est-à-dire que Aetalab, ça ne rentre pas dans notre périmètre d'accompagnement des administrations, puisque nous, notre rôle, c'est vraiment de s'occuper de l'échelon français. En revanche, on est extrêmement en lien avec les autres pays européens et même le Canada, la Nouvelle-Zélande, un peu tous les pays, tous les gouvernements qui s'intéressent à ça à l'étranger, ainsi qu'avec la société civile. Et on a un cas extra-européen, puisque c'est l'Angleterre, qu'on vous présentera. Mais nous, on pourra reparler de nos missions au sein d'Etalab. Dans nos missions, on se concentrait sur la France. Je ne sais pas si, Simon, tu veux compléter? Non, non, tout à fait. Tu as tout à fait répondu, sachant que bien sûr, toutes ces questions-là sont quand même en lien aussi avec toutes les discussions qu'on peut avoir au niveau européen sur la régulation à venir de l'intelligence artificielle. Alors, je me permets du coup d'enchaîner peut-être rapidement sur effectivement le premier cas d'usage qu'on voudrait détailler un petit peu avec vous. Alors, ce cas d'usage, peut-être Soisy que tu peux couper le micro parce que moi j'ai un petit écho de ton côté. Oui, je laisse Nicolas faire. Je suis complètement inepte. Merci beaucoup. Et donc, ce premier cas, cette première étude de cas, elle concerne l'attribution des greffons cardiaques. Alors, en fait, pour préciser un petit peu, donc, on a écrit un papier avec Soisy pour essayer d'expliquer un peu tout ce qu'on avait essayé de développer comme technique. Et notamment, il y avait dans toutes ces techniques des techniques d'investigation d'algorithmes. Donc, on a cherché des manières dont on pouvait explorer, comprendre des algorithmes. Donc, il y a plusieurs méthodes. Et d'ailleurs, vous verrez dans ces études de cas, elles mettent en œuvre des méthodes différentes. Il y a des méthodes qui sont basées sur l'observation, c'est-à-dire qu'on regarde des gens au travail avec des algorithmes. On va regarder les interactions qu'ils peuvent avoir avec la machine, comment ils manipulent les données d'entrée, qu'est-ce qu'ils comprennent des retours et compagnie, quels sont les équilibres plus globaux dans lesquels tout ça va s'inscrire. Ça, c'est des méthodes vraiment d'observation, on va dire. Il y a des deuxièmes méthodes qui est des méthodes plutôt documentaires, où on va regarder l'ensemble de la documentation qui est disponible. C'est ce qu'on a mené là sur ce cas-là d'attribution des greffons cardiaques. Et puis, il y a une troisième méthode qu'on aura l'occasion de développer avec l'exemple de la bonne boîte, où on va regarder le code source et interroger les concepteurs, les développeurs pour essayer d'interagir avec eux sur l'ensemble des choix qu'ils ont pu faire. Voilà, donc ça, c'était un peu, on va vous présenter une série, je crois, de 4 cas différents, mais finalement, chacun de ces cas met en œuvre des techniques d'investigation différentes aussi. Alors, le premier cas qui nous a intéressés, c'était celui de l'attribution des greffons cardiaques. Vous savez ou ne savez pas d'ailleurs qu'en France, l'attribution d'un greffon cardiaque, la décision relève d'un système algorithmique et d'un calcul automatisé qui s'appelle le score-cœur, qui est mis en place par l'Agence de biomédecine. Alors, avant de vous présenter le système en France et ses limites et essayer d'expliquer un petit peu justement quelles sont les dynamiques d'explicabilité qui ont été mises en place, je voudrais peut-être juste insister sur quelque chose. Il y a 10 ans à peu près de cela, en Allemagne, un grand scandale public a remis en cause le système de transplantation, pas simplement d'ailleurs pour l'organe du cœur, mais aussi, je crois, c'était pour les reins et les poumons. Ce grand scandale, en gros, il y a 10 ans, mettait en cause un certain nombre de médecins allemands dans 4 villes allemandes, centres de transplantation allemands, et qui ont été accusés par une enquête de justice de, en gros, avoir manipulé un certain nombre de paramètres concernant leurs patients afin d'accélérer leur greffe. Puisque en pratique, sur l'ensemble des organes, il y a toujours plus de gens qui attendent un organe que d'organes disponibles véritablement. D'accord ? Et ce scandale illustre à bien des égards un petit peu aussi une autre thématique qu'on a été amené à travailler, qui était celle de la jouabilité. Alors, la jouabilité, quand on en parle dans le cas allemand, c'est intéressant parce que, en fait, on ne sait pas très bien
Donc la jouabilité, ou alors on pourrait dire le gaming. Mais le gaming et jouabilité, vous voyez bien que dans ma traduction, il y a déjà, on perd quelque chose, parce que dans l'idée du gaming, en tout cas quand des gens qui critiquent ces systèmes-là, il y a le fait que ces systèmes soient manipulables. Et l'exemple typique de l'Allemagne, c'est bien ça que ça montre. C'est-à-dire, en gros, c'est des systèmes où on peut essayer de gamer le système, de manipuler un certain nombre de choses pour obtenir le résultat obtenu. L'une des questions sur lesquelles on était amené à travailler, nous, c'était celle de la jouabilité. C'est la version, j'allais dire, c'est la phase positive du gaming, qui était de se dire, est-ce que finalement, un système intéressant, c'est pas aussi un système sur lequel je peux jouer avec, quoi, hein, au sens où je peux essayer de le comprendre en interaction et cette dimension-là. Pourquoi j'ai cité l'exemple de l'Allemagne? Parce que c'est un scandale qui a commencé il y a 10 ans. Donc, en pratique, de quoi on parle? On parle d'un certain nombre de médecins qui ont trafiqué des analyses de sang, notamment, pour faire en sorte que les patients dont ils s'occupent aient un score plus important. Je vous parle spécifiquement de cet exemple-là parce que ce qu'on a constaté dans les quelques années qui ont suivi ce scandale en Allemagne, c'est que le taux d'acceptation des transplantations dans la population allemande a chuté de 20 à 40%, suivant les organes concernés. Donc, on voit bien très clairement que cette histoire d'attribution de greffons, qu'il s'agisse de greffons cardiaques ou de n'importe quel autre organe, la dimension confiance dans le système a un impact non seulement dans les acteurs directement impliqués dans le système que vont être les médecins ou autres, mais a fortiori un impact sur la société elle-même, hein, puisque en Allemagne, comme dans beaucoup d'autres pays européens, on ne prélève pas un organe sans le consentement des familles. Donc précisément, voilà, on est complètement là-dedans, donc on voit bien qu'il y a un lien très direct entre le niveau de confiance et l'acceptance ou pas de ce traitement. Alors, revenons à la France, après avoir parlé un petit peu d'Allemagne. En France, il y a à peu près 5000 personnes qui vivent aujourd'hui avec un cœur transplanté. Il y a environ 500 transplantations par an, c'est relativement stable. Alors, pardon pour cette remarque macabre, mais par exemple, c'est là où on voit des politiques publiques, des objectifs de politique publique rentrer en contradiction, mais on a une politique qui vise à réduire l'accidentologie routière et le nombre de tués sur les routes, mais parallèlement, moins il y a de tués sur les routes, moins il y a de cœurs aussi disponibles. Donc, on voit bien parfois qu'il y a des difficultés comme ça sur le long terme. Mais bon, on va dire qu'il y a 500 personnes aujourd'hui par an qui bénéficient d'une transplantation cardiaque, sachant qu'il y en a plus du double qui, chaque année, demanderaient à pouvoir bénéficier d'une transplantation cardiaque. Donc, il y a quelques années de cela, ou même quand on a même bien avant quelques années de cela, le système était totalement à la main des médecins qui avaient monté une association qui s'appelle France Transplant. Et pendant des années, c'est des médecins qui ont édicté via leur association un certain nombre de règles et de procédures d'attribution. Depuis le milieu des années 2000, c'est l'agence de biomédecine qui s'en charge et qui a défini les critères attendus, on va dire les objectifs de la procédure, disant que la procédure devait être faire, c'est-à-dire par exemple de dire compte tenu de la diversité des profils des patients et de la diversité des besoins en matière géographique, il faut que ce soit faire, que ce soit efficient, que ce soit transparent et que ce soit réalistique. Donc on va regarder un petit peu l'ensemble de ces critères en pratique et de voir comment ça s'est mis en œuvre. Ce qui est très important à comprendre, c'est peut-être deux choses. D'abord, les contraintes. Il y a une ressource qui est relativement rare, donc il n'y a pas suffisamment de cœurs disponibles. Le deuxième point, c'est une caractéristique biologique d'un organe qui fait qu'il y a un temps d'ischémie. Et donc, en gros, une fois qu'on a retiré le cœur d'un patient, on a 4 à 6 heures au grand maximum pour le réimplanter. Donc, très concrètement, ça veut dire que vous ne faites pas traverser à un cœur l'ensemble de l'Europe. D'accord. Donc, il y a des contraintes aussi, il y a des critères de temps de transport qui rentrent aussi en jeu. Et puis, le dernier point, c'est que 80% des décisions de transplantation sont faites la nuit. Donc, il y a aussi ce critère qui rentre un petit peu en ligne de compte aussi par rapport à ça. Et puis, pour en finir sur cet exemple-là, avant de vous présenter la procédure qu'il y avait auparavant et celle qui a été mise en place depuis, il y a un dilemme éthique qui est très fort. En gros, on considère qu'il n'y a pas il y a que des choix, ce qu'on appelle des choix tragiques en littérature. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas de bonne solution.
Soit vous dites, je cherche d'abord à augmenter le taux de survie post-greffe, d'accord? Donc, si vous faites ça, ça veut dire que vous allez, en gros, d'abord transplanter des gens dont l'état n'est pas trop grave, mais qui ont une chance de survie beaucoup plus importante dans l'année ou les 5 ans après la greffe, d'accord? Soit vous dites, non, ce qui compte, c'est le degré d'urgence ou l'état le plus dégradé des patients. Donc, en gros, vous allez dire, ben, on va d'abord traiter ceux qui sont les plus urgents dans les conditions les plus graves, quitte à ce que, finalement, même greffé, il décède plus vite que des patients avec un pronostic meilleur auraient pu avoir. D'accord? Je ne sais pas si l'exemple est tout à fait clair, mais très clairement, il y a une question de choix qui est faite par rapport à ça. L'agence de biomédecine, auparavant, donc le système a changé en 2018 et c'est celui sur lequel on a commencé à travailler. Mais avant 2018, il y avait un autre système qui était basé sur un système de super urgence. Alors, qu'est-ce que c'était le système de super urgence? C'était en gros comme une sorte de carte de joker. Donc, en régime général, on va dire, habituellement, on allait attribuer un cœur à une équipe médicale. Donc, on va dire, là, il y a un cœur qui est disponible à Nantes. Et on va prévenir les centres médicaux de Bretagne, de Pays de la Loire et de la région Centre en disant, à proximité, il y a potentiellement des patients qui pourraient bénéficier de ça. D'accord? Donc, ça, il y avait ça. Et puis, parallèlement, peu à peu, l'agence de biomédecine a mis en place ce système de joker un peu particulier. C'est ce qu'on appelle les super urgences. Donc, il y a plusieurs niveaux de super urgence, mais le niveau de super urgence le plus élevé, vous le posez en tant que médecin pour un patient. Et ça veut dire qu'en gros, le premier cœur, une fois que vous l'avez posé, ce sort de joker-là, une fois que vous l'avez posé, le premier cœur qui est compatible, d'accord, bien sûr, il y a des critères de groupe sanguin, le phénotype, de plein de choses différentes, mais le premier cœur qui est disponible sera alloué à ce patient en particulier. D'accord? Donc, c'est comme une sorte de, entre guillemets, imaginez un peu une sorte de coupe-fil dans un musée qui vous permettrait de passer devant tout le monde. Par contre, et c'était vraiment là qu'était le choix un peu stratégique, c'est que dans la vie du patient, vous n'aviez le droit de déposer que 2 priorités de niveau 1. Vous pouviez le faire que 2 fois. D'accord? Donc, on se retrouvait en fait à avoir un système où la plupart des équipes médicales, la moitié des greffes étaient réalisées via ce système de super urgence. C'est-à-dire que ce qu'aurait dû être un système, on va dire, non pas le régime nominal, mais le régime un peu d'exception, était devenu quasiment aussi fort que le régime nominal. Donc, il y avait vraiment un problème parce que, in fine, la majorité des transplantations cardiaques, des transplants cardiaques, allaient à des patients avec des états déjà très aggravés. Et donc, finalement, ils se retrouvaient avec des survies un peu plus élevées que des gens qui, a priori, étaient en état un peu moins grave. Donc, il y avait quelque chose un petit peu de particulier là, et qui pose d'ailleurs une vraie question de choix et d'éthique, était de dire, est-ce qu'on veut, avec cette ressource rare, augmenter le bien-être générale de la société, ce qui tendrait plutôt à dire on va chercher à augmenter la durée de survie post-greffe ou alors à avoir quelque chose de différent et à traiter d'abord les patients les plus graves. Donc ça, c'était la situation jusqu'en 2018. En 2018, l'agence de biomédecine a introduit un nouvel algorithme qu'on appelle le score-cœur. Et donc, le principe du score-cœur, c'est qu'à chaque fois qu'un organe est disponible, à chaque fois qu'un cœur est disponible, qu'un poumon, alors ce n'est pas le score-cœur, c'est un autre score, bien sûr, le système va recalculer un score pour l'ensemble de tous les patients en France sur la liste d'attente. Donc, pour quasiment les 2000 patients vont être à nouveau rankés, pardonnez-moi l'expression, du premier au 2000e. D'accord? Et dans ces scores, il y a pas mal de choses qui sont alors des scores très pratiques du style la morphologie, la biocompatibilité. Quand je parle de morphologie, typiquement, si j'ai le cœur d'une personne très sportive de 50 ans, ça va être compliqué d'aller greffer ce cœur-là à un mineur. Ça ne va pas fonctionner techniquement. Voilà. Donc ça peut être des critères de morphologie. Et puis, il peut y avoir des niveaux, après, tout un tas d'autres critères qui sont déterminés. Ce qui est intéressant, c'est que ce système-là
non seulement il est très très bien documenté, donc vous pourrez le trouver en ligne, il y a le guide du scorecard qui est fait par l'agence de biomédecine et qui d'ailleurs, je vous parlerai après des travaux d'un chercheur qui s'appelle Clément Hénin qui a travaillé là-dessus à l'INRIA, et qui a été même capable, à partir de ce guide-là, de recoder l'algorithme et de faire des tests. Et avec l'aide de l'agence de biomédecine, il a pu se rendre compte que en fait, son recodage à partir de sources ouvertes donnait exactement les mêmes scores que le système qui était implémenté. Donc, on peut avoir un certain degré de confiance peut-être dans la manière dont c'est décrit. Et ce système, c'est un mix entre une analyse historique du devenir de tous les patients qui ont été greffés entre 2010 et 2015, je crois, et puis d'un ensemble de règles qui ont été rajoutées un peu dedans. Et donc ça, à l'intérieur, on a essayé enfin, l'agence de biomédecine a codé un certain nombre de fonctions, notamment celle que je vais vous présenter pour finir, qui fait un matching entre l'âge du donneur et l'âge du receveur. Et l'objectif de la fonction, c'est d'améliorer la durée de vie du receveur. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez voir que l'idée, c'est de dire, on essaye de faire en sorte qu'un cœur issu d'un donneur plus âgé ne soit pas transplanté dans un patient plutôt jeune, puisque on veut lui éviter, admettons que c'est un patient qui a 20 ans, si vous lui transplantez un cœur d'un donneur qui a 60 ans, on sait que maximum dans 15 ou dans 20 ans, il faudra recommencer la procédure, et c'est des procédures qui sont très très lourdes, hein. Il y a des traitements très lourds, des traitements notamment anti-rejet qui sont très très lourds. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ça. Je finirai juste là-dessus. Et puis après, Soisig vous parlera, je crois, des travaux de Clément Hénin. C'est ce qu'on peut trouver dans la documentation et ce qu'on trouve un peu dans l'algorithme qui est exactement ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire que vous avez une fonction d'appariement entre l'âge du donneur et du receveur, où on va dire que si le donneur est plus jeune que le receveur, alors, suivant la différence d'âge, il y a un certain nombre de points et que c'est des situations inverses quand le donneur est plus âgé que le receveur. Et donc, en tout cas, ce qui nous a beaucoup frappé dans cet exemple-là, c'était comment on pouvait traduire un certain nombre de règles de priorisation, de règles éthiques, typiquement, en disant, voilà, on veut plutôt bénéficier, privilégier des receveurs jeunes, avec sa traduction très concrète, aussi bien en documentation globalement plutôt lisible, il faut bien avouer, qu'en fonction d'appariements qui derrière ont été implémentés. Soisig, je te laisse la main si tu veux présenter les travaux de Clément Hénin sur ces questions. Oui, c'est bon, tout le monde. Vous m'entendez dans le cloud? Oui. Super. Est-ce que tu peux continuer à projeter, Simon? Je suis désolée. Je peux. Super, oui, c'est bon. Je te dirai quand changer. Pour finir sur cet exemple, et peut-être qu'après, on pourra aussi ouvrir la discussion sur ce premier cas. Je vois des têtes qui font oui, Simon, et toute la foule est encore en délire, hein, mais il y a aussi des gens qui disent oui, on pourra en discuter calmement. Très bien. C'est ça. Ce qui est intéressant aussi avec le scorecard, pour nous, c'est que ça illustre plusieurs choses. La première chose, c'est cette notion de transparence pour aider à l'explication. Donc, c'est un algorithme qui est extrêmement bien documenté et dont la documentation est mise à jour. Et c'est pour ça qu'on peut aussi vous donner autant de détails sur ce système. Mais la deuxième chose, c'est aussi pourquoi et à qui on essaye d'expliquer ces choses. Et Clément Hénin, donc, que Simon a mentionné, qui est doctorant, s'il n'a pas encore soutenu sa thèse, je crois qu'il est toujours doctorant à l'INRIA, et lui est un chercheur en machine learning, en intelligence artificielle. Je ne saurais pas tout à fait vous dire sa discipline, moi-même je suis bien plutôt des sciences sociales, mais il se trouve aussi qu'il a publié à partir de ses entretiens avec les médecins qui utilisent l'algorithme Scorecard, un papier de sociologie plutôt, dans la revue Réseau, où il fait part de ses observations sur la réception, la prise en main et la manière dont les médecins s'approprient cet algorithme. Alors, le papier en lui-même est très intéressant. On vous mettra les références en ligne également, donc vous pourrez aller le consulter. Pour passer rapidement sur la conclusion que Clément Hénin fait par rapport à ses observations, c'est une espèce de provocation aussi par rapport à la communauté de l'XAI, en disant que l'idée, c'est pas forcément pour les médecins d'avoir une compréhension plus fine du système,
mais qu'au contraire, en fait, enfin, au contraire. D'ailleurs, que la plupart des médecins n'en ont pas une compréhension très fine, que ça les freine pas forcément, mais que ce qui joue dans l'appropriation et dans la confiance qui va être mise dans le système, c'est la capacité, et là je cite Clément Hénin, à la possibilité qu'ont les acteurs à la fois de conserver une certaine marge de manœuvre, donc ça c'est décrit dans le papier, mais une certaine marge de manœuvre par rapport au score qu'ils peuvent attribuer aux patients en jouant sur tel ou tel critère, et aussi de garder une voix dans l'élaboration du système, puisque l'agence de biomédecine a mis en place une commission où des médecins peuvent faire part également des résultats concrets de l'algorithme et dire bah là on a remarqué ça et ça peut remettre en cause certains choix qui ensuite sont réencodés de manière mathématique. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut comparer ça à une autre étude, cette fois-ci en anthropologie, qui a été menée par des anthropologues américaines, donc Madeleine Fair-Ellis et Elizabeth Watkins, qui ont travaillé sur un système de prédiction de septicémie pour les patients de l'hôpital de Duke, en collaboration avec les data scientists et l'équipe technique qui a travaillé sur ce modèle, qui là est un modèle assez poussé, et ils ont eux-mêmes publié des choses sur la partie technique qui ont un peu la même réflexion, en expliquant que, les médecins et les infirmières et les infirmiers et à peu près tout le personnel soignant est moins intéressé par le fonctionnement vraiment très très fin de l'algorithme que par le fait qu'ils aient l'impression d'en garder la maîtrise. Donc ça, c'est peut-être une première provocation aussi sur qu'est-ce qu'on cherche à expliquer, pourquoi on cherche à l'expliquer. Sur ce premier score-cœur, je pense qu'on a fini. On va peut-être prendre des questions maintenant. L'idée, c'est d'être aussi un peu interactif. Je vois des mains qui se lèvent dans la salle, du coup, je vais prendre les questions. Oui, et je vais les répéter. Donc, oui, alors je répète la question pour l'audio guide. La question, c'est, Simon, tu avais parlé du critère d'urgence comme premier facteur, oui. Ensuite le facteur de durée de vie, et ensuite on voit qu'à la fin, en fait, c'est un ensemble de facteurs qui sont pondérés plutôt qu'un facteur unique. Et donc la question, c'est quelle est cette pondération? Est-ce qu'on peut, je vérifie en même temps que c'est ça, est-ce qu'on peut y avoir accès? Est-ce qu'on connaît la pondération des différents critères? Tout à fait. Ça fait partie de la documentation qui est publiée par l'Agence de biomédecine, effectivement. Et c'est intéressant d'ailleurs, je trouve ce point-là, parce que ce que montre le papier de la recherche de Clément Hénin que Swazik vous a présenté, c'est aussi que dans la compréhension qu'en ont les médecins de ce système-là, ce qui fait leur importance, enfin je veux dire, là où ils regardent le système, c'est la partie sur laquelle ils peuvent agir. Finalement, ce n'est pas du tout sur l'ensemble de la compréhension du système, c'est celle qui leur semble, pardonnez le terme, mais actionnable, quoi. Vraiment, c'est cette partie-là qui est précisée, ou qui est bien appréhendée. Est-ce que ça répond? La documentation est disponible. Ouais. C'est ça aussi. Il y a une autre question dans la salle? Oui. Alors, Simon, je répète la question peut-être. Vas-y, oui. C'est une question en deux parties sur pourquoi on n'utilise pas juste l'âge du receveur
c'est ça, hein, le temps de vie qui lui reste espéré après la greffe, puisque ça a l'air d'être un facteur assez évident et qui prend en compte les autres facteurs. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, du coup, je l'ai déjà oubliée. Est-ce qu'on prend en compte la probabilité qu'on trouve un meilleur cœur plus tard Alors, la deuxième, j'aurais du mal à vous répondre. Sur la première, c'est très clair que l'évolution des critères d'attribution depuis 30 ans sont passés d'un système où on était très, très axé sur votre premier cas, qui est en gros le degré d'état, la gravité de l'état du patient, à des systèmes où on va plutôt essayer de privilégier la durée de survie post-greffe. Ce qui veut dire très concrètement qu'on a quand même, on peut pas faire, c'est là où je parlais de choix tragique, c'est que en fait on peut pas avoir les deux. C'est-à-dire que traditionnellement aussi, et je crois que ça s'explique en partie, mais il faudrait creuser la question, par la question de la centralisation du système. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, dans les années 50 et 60, en pratique, il y avait une pratique qui consistait à dire que s'il y a un greffon cardiaque qui est disponible, par exemple à Nantes, ben, l'équipe nantaise commençait à regarder autour dans son service de réanimation s'il y avait des patients qui étaient éligibles. S'il n'y en avait pas, ils appelaient leurs petits copains de Nantes ou de Tours. Et s'il n'y en avait pas, ils mettaient ça au jeu national. D'accord? Donc, c'était vraiment des pratiques très, très locales et très, très basées justement sur ce système-là. Et plus le système est centralisé, plus on voit que globalement, les critères aussi ont changé, puisqu'ils sont devenus moins la question de la gravité que la question de l'espérance de vie plus longue. Et ce qui peut d'ailleurs, et Clément Hénin, je crois, l'explique bien dans son papier, ce qui s'explique aussi sous la question de la subjectivité, c'est-à-dire qu'en gros, le médecin, lui, il est au contact du patient. Et quand même, a priori, une grande partie de l'éthique médicale, c'est quand même d'essayer de soulager son patient. Et donc, en gros, l'idée de dire, ben, j'ai là un patient que je ne vais pas mettre en priorité, même si son état est dramatique, parce que je sais que de toute façon, j'en ai un autre à côté dont l'état est beaucoup moins dégradé, mais qui, lui, vivra beaucoup plus longtemps avec un greffon cardiaque, c'est pas quelque chose d'évident ou pas quelque chose d'immédiat. Et donc, je pense qu'il y avait vraiment ce passage-là, j'allais dire, on va dire, un système plus centralisé et donc peut-être moins basé sur le niveau de gravité du patient. Mais encore une fois, il faudrait le regarder sur le temps long. Il y avait, je crois, et je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la deuxième question, si je vous ai dit que je n'avais pas la réponse sur la deuxième question. C'était une manière d'y répondre. Je vois qu'il y a aussi une question en ligne, Alessandro, pourquoi utiliser les algorithmes de type boîte noire et pas des méthodes par définition explicables? Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que, comment dire, c'est peut-être une boutade, mais de toutes les boîtes qu'on a pu voir dans l'administration, je vous assure que celle-là, elle n'est pas très noire. Hein. Elle est quand même relativement transparente par rapport à tout un tas d'autres systèmes qui peuvent être déployés qui sont exactement opaques. Donc là, effectivement, peut-être que la dimension boîte noire, elle provient du savoir médical, c'est-à-dire qu'en gros, les règles, elles ne sont pas simplement issues de l'analyse de décisions passées, des résultats des décisions et des greffes passées, mais elles sont aussi basées sur un certain nombre de règles qui ont pu être ajoutées, qui sont liées au métier de la greffe, quoi. Voilà. Et ça, moi certainement, et vous sans doute aussi, quand vous lisez les règles, vous n'avez pas cette connaissance-là qui vous permettrait vraiment de dire OK, tout est transparent, quoi. Est-ce qu'éventuellement on passe au cas suivant? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je pense que les cas suivants pourront vous présenter, à mon avis, susciteront aussi pas mal de discussions. Absolument. Est-ce que c'est bon, Simon, tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Tout va bien? T'as pas de retour? Non. Parfait. Et est-ce que je peux te demander de continuer à passer les slides si ça ne te Je peux. pas? C'est magnifique. Point. Merci. Point d'exclamation. Donc, en gros, là, les questions qu'on a commencé à se poser aussi, c'est la question du pourquoi on explique et à qui on explique. Et alors, il faut savoir qu'à Etalab, Simon et moi, on ne l'a pas précisé, mais comme on l'a mentionné aussi au fur et à mesure de la présentation, notre rôle n'est pas un rôle technique.
On est vraiment là pour accompagner les administrations et également observer ce qui se passe sur le terrain. Il y a quelque chose qui nous a assez rapidement sauté aux yeux depuis que, quand on a commencé à regarder les systèmes algorithmiques ou les systèmes de décision utilisés dans l'administration. C'est celle de l'explicabilité pour qui et de l'explicabilité pourquoi, mais notamment l'explicabilité pour ce que dans le jargon administratif, on appelle les agents métiers, c'est-à-dire les fonctionnaires, les agents publics qui vont utiliser des outils, notamment d'aide à la décision. Parce que quand on pense public concerné, on pense souvent aux personnes qui vont être sujettes à la décision. Par exemple, là, dans les greffons cardiaques, on pense aux personnes qui vont recevoir ou ne pas recevoir une greffe de cœur. Nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait aussi un angle mort qui était quid, donc là, dans le cas précédent, des médecins, et dans le cas que je vais vous présenter maintenant, quid des inspecteurs des navires professionnels. Alors là, on change complètement d'environnement, puisque nous ne sommes plus dans un hôpital, mais nous sommes en mer. Et on va vous parler du cas CIBNAV. Donc CIBNAV, c'est un outil qui a été développé à la direction des affaires maritimes. Et la problématique, c'était que, en gros, vous connaissez toutes et tous, je pense, le principe du contrôle technique pour la voiture. Bon, eh bien, précédemment, les navires professionnels étaient soumis, pareil que les voitures, à un contrôle technique préalable, donc un contrôle technique régulier. Et dans un contexte de changement de la réglementation européenne et également de réduction des effectifs, notamment, mais pas que, mais il faut quand même le mentionner, c'est poser la question de comment, à la place de faire un contrôle systématique de tous les navires, on essaye de cibler les navires professionnels qui sont le plus à risque pour les contrôler en priorité. Donc, en pratique, mais l'idée était de déterminer les critères, en gros, qui faisaient qu'un navire pouvait être plus à risque ou non. Donc là, l'ancienneté du navire, peut-être son type, tout un ensemble de critères. Et cet outil est à destination des inspecteurs et inspectrices des navires, dont c'est le métier, qui peuvent faire sans cet outil, qui peuvent aussi regarder la liste des navires qu'ils ont à contrôler et les choisir selon leur expertise métier, mais qui pouvaient aussi faire... donc là, l'idée, c'était d'accélérer leur travail et peut-être de faire ressortir des choses qui n'étaient pas encore ressorties. On a suivi ce cas parce qu'on a embauché pour travailler dessus un développeur et un data scientist en 2019, qui était très intéressé par les questions d'explicabilité. Alors, en pratique, déjà, la première chose, c'est qu'ils ont fait une régression linéaire. On avait dit, nous allons utiliser l'intelligence artificielle, tout ça. Ils sont arrivés, ils ont bien sûr regardé les données, ils ont dit oui, non. Voilà, enfin, dans le sens, ça va, les techniques, on va faire plutôt simple. Mais il y avait aussi une vraie volonté d'impliquer les inspecteurs dans la conception de l'algorithme et notamment dans qu'est-ce qu'on prend en compte comme critères et comment on les pondère. Donc là, j'avais parlé de l'ancienneté, de la marque, de peut-être les infractions préalables, etc. Et donc de s'appuyer sur la connaissance métier, donc l'expertise des inspecteurs et inspectrices des navires. Et pour ce faire, Quentin Loridan, qui était data scientist, avait testé un ensemble de moyens d'expliquer son algorithme aux inspecteurs qui donc n'avaient pas de connaissances techniques. Alors, je ne peux pas nécessairement vous montrer parce qu'en plus, comme ça, c'est de la lutte contre la fraude, il y a toujours cette chose de lutte contre la fraude, jouabilité, si on rend ça transparent au grand public. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes propriétaire de navire, ça serait très grave pour moi de vous montrer tout ça, vous seriez un danger public ensuite, que sais-je. Bon, mais blague à part, il a testé d'abord des modèles de XAI pour vraiment faire bien visualiser les différents critères qui avaient mené à tel score ou tel score. Et ensuite, il a fait une documentation extrêmement exhaustive de l'algorithme, notamment tous les choix qu'il avait faits, qu'il n'avait pas faits, toutes les pondérations, tous les choix de modèles, les tests qui avaient été effectués, etc. Alors, vous vous imaginez bien que pour Simon et moi, qui sommes passionnés de ces sujets, c'était une mine d'or.
Et on s'est dit, mais c'est génial, ça va créer un engouement spectaculaire. Et en fait, pas du tout. En fait, ce que Quentin a constaté, et lui-même était un peu déçu, c'est que les agents n'arrivaient pas à s'emparer de ce matériau. Alors, on peut émettre plusieurs hypothèses. On peut se dire que ce n'était pas le bon format, peut-être qu'il y avait trop d'informations. Peut-être aussi en fait, souvent, ils disaient, mais on vous laisse faire, on vous fait confiance. Donc, c'est ce qui est une bonne chose aussi, mais qui en même temps est problématique et contestable, entre guillemets, au regard du fait que on doit s'appuyer sur l'expertise métier pour développer de tels systèmes. Et donc, malheureusement, Quentin a terminé sa mission un petit peu dans une impasse, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu continuer ces travaux-là sur l'explicabilité. Donc, et en plus, je sais que depuis, l'algorithme a changé, etc. Mais c'était quelque chose qui nous avait vraiment posé question à l'époque sur comment on gère ce désengagement, peut-être cette auto-disqualification des agents métiers qui vont être amenés à utiliser un outil qu'ils ne maîtrisent pas forcément parce qu'ils considèrent que c'est un outil simplement technique. Et vraiment, même les méthodes visuelles, tout ce qu'on leur montrait, ils étaient là, oui, très bien, c'est très intéressant, on vous fait confiance, on vous fait confiance. Donc, ce n'était pas du tout un outil de dialogue, finalement, entre expertise technique et expertise métier. Ce qui pose pas mal de questions. Sur CIBNEF, c'est à peu près ça qu'on voulait mettre en lumière. Je ne sais pas s'il y a des réactions, peut-être des choses que ça vous évoque. Oui, je vois une main dans la salle et je vais regarder les questions. Alors, quel était le niveau de responsabilité des agents? Alors, c'est les inspecteurs des navires. Je pense que c'est de la catégorie A. Ah. Ouais, c'est ça. Catégorie A des affaires maritimes. En gros, un niveau cadre des affaires maritimes. Et l'équipe technique, donc le data scientist et le développeur, travaillaient aussi avec des chefs de projet, enfin plutôt une hiérarchie moyenne dans l'administration, donc toujours dans l'administration centrale, toujours catégorie A, mais pas avec des décideurs nécessairement, vraiment avec les gens du terrain. Et la question, c'est est-ce qu'ils étaient intéressés et mettaient en œuvre l'outil ou pas intéressés Non, est-ce qu'ils n'étaient pas intéressés, est-ce qu'ils mettaient en œuvre l'outil ou pas? Et la réponse est ils mettaient en œuvre l'outil. Et ce qui est intéressant également, c'est que, parce qu'en plus, comme la démarche était très sincère de la part de Quentin, Sébastien et toute l'équipe des AFMAR, les syndicats aussi ont accepté l'outil, qu'ils trouvaient très intéressant une fois que la démarche était expliquée, etc. Donc, on avait vraiment un fort taux d'acceptation, bien sûr avec toujours des résistances dans des endroits, mais un fort taux d'acceptation. Ce n'était pas du tout un désengagement en disant de toute façon je ne veux rien avoir à faire avec ce truc. C'était plutôt je vous fais confiance, donnez-le-moi et puis je vais l'utiliser et on verra ce que ça donne. C'est peut-être une voilà. Je ne sais pas si Simon, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire, cet exemple, moi, CIBNAV, j'avais trouvé intéressant parce qu'il est représentatif de pas mal de cas qu'on a vus ou sur lesquels on a travaillé, d'interaction de gens qui ont une expertise particulière avec des systèmes. Et où, en gros, c'est assez marrant parce que un des principes de validation, c'est est-ce que la prédiction qui est faite rejoint celle que moi j'aurais fait en tant que spécialiste du sujet, quoi. Voilà. Est-ce que moi je suis inspecteur des affaires maritimes, ça fait 20 ans que je vais contrôler des bateaux en mer. Là, tu me dis que ton algorithme a dit que la prédiction c'était va voir d'abord tel bateau, c'est celui qui a le plus de risques. Est-ce que c'est ce que j'aurais dit? Voilà. Et c'est assez marrant parce qu'il y a une sorte de confirmation de si c'est ce que moi j'aurais dit, alors je suis prêt à faire confiance au système. Mais, et ça vient juste après, ouais, mais finalement, pourquoi avoir développé un système s'il fait ce que moi j'étais capable de faire tout seul, quoi. Et donc, il y a toujours, et ça s'est répété plein de fois, ce problème-là de si le système commence à dire quelque chose que j'aurais pas trouvé, je vais pas d'abord avoir tendance à dire ah c'est intéressant, ça m'amène un autre regard. Je vais d'abord dire ouais, c'est pas valide, quoi. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, une sorte de contradiction qui a été très souvent rencontrée dans beaucoup de cas d'usage qu'on a pu avoir à connaître. Il y a plusieurs questions, donc je vois une main au fond.
Ouais. Ouais. Là, on parlait donc, c'était une réaction en disant que effectivement, ça correspondait au biais de confirmation en psychologie. Oui. Tout à fait. Voilà, oui, absolument. Absolument. Et il y avait d'autres réactions. Alors, la question, c'est est-ce qu'un accompagnement au changement plus social ou organisationnel aurait facilité l'adoption? En fait, ce qui est assez déstabilisant, c'est que l'outil est adopté. Alors que nous, enfin, et je vois aussi une réaction au fond de la salle, mais et en fait, en plus, toute la démarche du programme d'innovation dans lequel le data scientist et le développeur étaient insérés, c'était de travailler en tant qu'agent des affaires maritimes. Donc, ce n'étaient pas des prestataires, ils étaient agents des affaires maritimes pendant 10 mois dans les locaux, à prendre des cafés avec leurs collègues, à aller sur le terrain pour tester l'outil. Donc, en fait, il y avait une vraie démarche d'accompagnement au changement en enlevant le côté un peu paternaliste ou voilà, du terme. Mais c'était une démarche qui finalement potentiellement n'incitait pas les agents à contester nécessairement l'outil technique. Je vois qu'il y avait une réaction peut-être directe à ça. Une question. Oui, d'accord. Donc la question, c'est une question de clarification qui est-ce que le but, l'objectif, si je comprends bien, c'était de déterminer est-ce que le bateau 1 doit être contrôlé avant le bateau 2 ou bien est-ce que le bateau 1 est défectueux dans l'absolu? Et la réponse, c'est plutôt… Alors, et ça, encore une fois, je ne suis pas experte du domaine, mais la réponse, c'est plutôt la réponse numéro 1, dans le sens où les inspecteurs avaient à leur disposition une liste de bateaux à contrôler en priorité. Mais sachant que c'était leur métier de contrôler des bateaux, donc de toute façon, ils allaient devoir en contrôler. Donc, voilà. Je ne sais pas si Simon, tu veux dire quelque chose? Non, je pensais qu'il y avait une autre question en ligne, mais qui rejoignait en partie celle-là, qui était est-ce que le manque d'intérêt par rapport à l'explication du modèle n'est pas lié, contrairement aux médecins, à l'absence de responsabilité vis-à-vis de la décision finale? Alors, je pense qu'il y a… je ne sais pas répondre oui, non à cette question-là. Par contre, ce qui me frappe, la différence principale, enfin, une des différences, il y a plein de différences entre les différents cas, c'est que dans le cas des médecins, de toute façon, la décision, elle se prend. Ce que je veux dire par là, c'est que à la fin, la machine a décidé de l'attribution d'un greffon cardiaque ou n'a pas décidé. Alors après, l'équipe médicale peut toujours dire non, on refuse le greffon, mais en pratique, ils le font rarement. Donc on est dans un cas légèrement différent avec les inspecteurs des affaires maritimes qui, de toute façon, ces systèmes-là sont plutôt des outils d'aide à la décision. Et un autre champ sur lequel on a commencé aussi à observer des choses intéressantes, qui était, c'est quoi le degré d'autonomie des agents à qui on fait une prédiction comme ça? Voilà. Est-ce qu'ils se sentent ou pas engagés par la prédiction qui leur est faite? Est-ce que derrière, c'est quoi les règles, les normes, la pression sociale qui est faite sur eux pour qu'ils appliquent les résultats de la prédiction ou qu'ils continuent à faire autrement? Et ça, c'est pas récent, hein. Dans les années 80, il y avait des systèmes déployés à la NPE qui avaient exactement les mêmes effets de la question de l'autonomie des agents à appliquer ça, quoi. Question, je crois. Ah oui, ouais. vas-y, Soazic. Sinon, ce que je rajouterais aussi par rapport à cette question et cette problématique d'outils d'aide à la décision versus décision automatisée, il y a deux choses.
La première, c'est qu'il y a d'ailleurs des nouveaux papiers en sociologie et sociologie des sciences et techniques qui sont sortis sur ces problématiques qui déconstruisent un peu cette idée qu'on a soit d'un côté un système complètement automatisé, soit des outils d'aide à la décision pour les raisons que tu as exprimées, Simon. Et la deuxième chose, c'est que ce dont témoignaient les inspecteurs des navires, en revanche, c'est qu'ils disaient, mais nous, en fait, moi, en tant qu'inspectrice de navire, par exemple, quand je me retrouve face à un armateur, donc à quelqu'un qui est le propriétaire d'un navire professionnel et que je dois lui expliquer pourquoi je viens le contrôler, il faut quand même que je puisse lui expliquer pourquoi je viens le contrôler. Donc, c'était pas ils avaient quand même tout intérêt à connaître les critères et à savoir pourquoi ils étaient là, parce qu'il y avait quand même cette espèce de face-à-face avec un armateur pas forcément très ravi de se voir contrôler, et potentiellement un armateur, si on peut imaginer, si le système prédisait que le même armateur devait se faire contrôler 3 fois dans la même année, je pense qu'au bout de la 3e fois, ils avaient intérêt à savoir pourquoi ils venaient, quoi. Voilà, donc il y avait quand même, il y a quand même cet enjeu-là de confrontation au terrain, en plus des enjeux entre guillemets managériaux et des enjeux aussi d'interface, de quid des pièges ou de la manière dont l'information peut être interprétée comme étant complètement objective ou pas par les agents. Voilà. Simon, tu voulais dire autre chose? Non, j'allais proposer de passer au cas suivant. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y avait, si je sais qu'il y avait une dernière question. Il y a une question en ligne apparemment. Est-ce que les agents avaient ressenti un besoin pour un outil d'aide à la décision à la base, dans le sens où la demande venait d'eux-mêmes? Alors, pour Cibnab, si je me souviens bien, c'était plutôt une réponse à un changement de réglementation européenne qui faisait que de toute façon, le métier des inspecteurs allait devoir changer. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait pas mal au début de réticence, notamment de la part des syndicats, donc on pourrait déduire de la part des inspecteurs, à avoir un tel outil, surtout parce que les outils d'automatisation sont souvent connotés comme étant des outils qui vont permettre de pouvoir ne pas renouveler des gens, notamment les départs en retraite, etc. En revanche, il me semble qu'ensuite, alors je me souviens plus très bien, c'est un peu la question de l'œuf ou de la poule, mais dans l'approche qui a été menée avec Cibnab, c'était un mix en gros entre cette réglementation européenne et une demande du terrain. Mais sachant, pour être très clair, qu'en gros, avant, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça, puisque avant, ils sélectionnaient des navires un peu au hasard, puisque tous les navires devaient être contrôlés avant de naviguer. Donc en fait, on avait un changement de métier. Donc finalement, c'était pas, ils ont expérimenté une autre manière de faire, et ensuite ils ont dit on a besoin d'un outil d'aide à la décision, c'est on change de métier, donc comment on fait. Voilà, c'est à peu près ça. Et peut-être que maintenant on peut passer effectivement au 3e cas, et là je crois que c'est toi, Simon, qui va... Oui, tout à fait. Alors je vais repartager mon écran. L'exemple, un autre cas d'usage. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure en introduction qu'on avait déployé pas mal de méthodes un peu différentes d'investigation, on va dire. Il y avait des méthodes qui étaient plutôt basées sur de l'observation, de la recherche documentaire en source ouverte, on va dire. Ça, c'est une approche un peu différente. On a été utiliser le code source pour avoir des discussions avec les développeurs d'un système. Alors, le système en question, c'est un site qui est un service qui est en production, hein, ce n'est pas un prototype, c'est un service en production, qui s'appelle La Bonne Boîte et qui est développé par Pôle emploi. L'histoire est assez marrante de ce projet-là. Pôle emploi avait lancé il y a quelques années tout un programme d'innovation ouverte où ils avaient demandé à leurs agents d'identifier des problèmes ou ce qu'ils appelaient des irritants. À l'époque, on était dans cette terminologie très start-upienne, des irritants. Et parmi les gens qui avaient répondu, il y avait Éric Barthélémy, qui est conseiller Pôle emploi en Moselle, à l'agence d'Ayange en Moselle, qui avait dit ce serait bien qu'on essaye de trouver quand même une solution aux besoins autour des candidatures spontanées. C'est-à-dire le cas d'usage qu'il décrivait, c'est je reçois un demandeur d'emploi où on fait le point sur sa recherche d'emploi et puis traditionnellement, la fin de l'entretien, c'est et côté candidature spontanée, vous en êtes où? Et puis quand même, là, l'agent de Pôle emploi, il disait quand même, ça aurait été bien de ne pas simplement demander la question, mais de dire vous pourriez peut-être faire des candidatures spontanées vers telle ou telle entreprise. Et donc finalement, La Bonne Boîte, c'est ça.
c'est un système qui permet à des demandeurs d'emploi de repérer les entreprises qui vont embaucher avant même que celles-ci n'aient passé et n'aient publié d'annonce d'emploi. Alors, comment ça marche? Donc, par exemple, vous allez dire, je cherche un travail de boucher, donc je rentre mon métier et je rentre la ville, en l'occurrence, j'ai rentré Rennes. Et ça va fonctionner comme une sorte de moteur de recherche qui va vous donner, là à l'écran, vous voyez normalement 76 entreprises qui sont susceptibles de recruter en boucherie à Rennes au cours des 6 prochains mois. Et donc, vous allez avoir toute une liste, Super U, SARL Cibor, SVB Airfood, Boucherie au Mont, LPSA, TOURL, Intermarché, patati patata. Il y a deux choses que je voudrais vous présenter et un petit peu peut-être discuter avec vous. Le premier point, c'est le cœur du système, c'est de calculer un potentiel d'embauche. Alors, normalement, vous allez me dire, est-ce que vous voyez ma souris? Oui? On va dire que oui. Normalement, là, vous voyez sur l'écran Super U à Rennes. À droite de votre écran, vous avez un petit score qui est calculé qui s'appelle un potentiel d'embauche. Donc, le potentiel d'embauche, il est censé donner une indication aux demandeurs d'emploi sur, voilà, est-ce qu'il y a un potentiel d'embauche pour mon métier de boucher dans cette ville, à quel niveau on estime, l'algorithme estime ce potentiel d'embauche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce potentiel d'embauche, vous voyez là, donc là, c'est 4.4, 3.9, 4, 4.4, 4.7, 4.0, 3.8, 4.1, 3.9, 4.5. Donc, vous avez l'ensemble. Si je vais, on va aller regarder ça très rapidement ensemble. Si je vais tout au bout de la dernière page, j'ai des potentiels d'embauche à 2.5. D'accord? Mais on a toujours une affiche sur 5 étoiles. Okay, bon, donc la première question qu'on s'était posée, c'est essayer de dire, est-ce qu'il y a une capacité à expliquer comment ce potentiel d'embauche est calculé? Et là, on s'est appuyé sur quelque chose qui est assez, pour le coup, rare dans l'administration publique, qui est que les développeurs de la bonne boîte publient le code source. Et si vous allez en pied de page du service, vous avez un petit lien code source ouvert où vous pouvez accéder au GitHub de la bonne boîte. Alors, moi, je connais déjà, parce que j'y suis déjà allé plus d'une fois, un peu tout le circuit à faire. Et puis, à l'intérieur, là, on va s'intéresser à deux fichiers particuliers. Et d'abord, à celui, la fonction de calcul du score. Donc, vous aurez l'ensemble de la fonction de calcul du score qui est déterminée. Et en regardant un certain nombre de commentaires, on peut déjà commencer à voir un certain nombre de choses qui peuvent un petit peu, on va dire, questionner. Alors, avant de discuter du calcul du score, peut-être un point, je ne sais pas si vous avez une petite idée de comment est calculé le potentiel d'embauche. A priori, selon vous, sur quoi on se base pour calculer un potentiel d'embauche? Un peu le jeu des devinettes, mais… ça va vous donner peut-être des idées. Oui. C'est un potentiel départ à la retraite bientôt. Oui, ça pourrait être un critère, effectivement. Alors, heureusement qu'on n'a pas que des embauches qui sont liées à des départs à la retraite, parce que sinon, ce serait un peu… Pardon? L'historique des offres d'emploi. Oui, alors les historiques passés des offres d'emploi, ouais, ça pourrait être un indicateur. Alors, je vois aussi en ligne, il y a un niveau d'expérience du candidat. Alors, non, parce que pour le coup, là, il n'y a aucune donnée sur le candidat. Hein, c'est vraiment sur les entreprises elles-mêmes. Hausse du chiffre d'affaires, ça pourrait être aussi ça. En fait, pour vous donner un élément de la réponse, c'est basé sur des données historiques. C'est-à-dire que c'est basé sur ce qui s'appelle les déclarations préalables à l'embauche. Les déclarations préalables à l'embauche, le principe, c'est qu'à chaque fois que n'importe quelle organisation en France, que ce soit d'ailleurs une association, une entreprise, une multinationale, une TPE, même une administration publique, quand elle embauche un salarié, elle remplit une déclaration préalable à l'embauche. C'est un formulaire. Heureusement, tout est dématérialisé, mais c'est un formulaire en 3 parties. Il y a une partie d'identité sur la personne que vous allez embaucher, une partie sur l'entreprise qui embauche et une partie sur le type de contrat.
Est-ce que c'est un CDI, un CDD de moins d'un mois ou plus d'un mois, un contrat de l'alternance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le principe de la bonne boîte, c'est qu'il accède pour chacune des entreprises de France à l'historique de toutes les déclarations préalables à l'embauche sur les 6 dernières années. Et donc, il va regarder tous les 6 mois sur les 6 dernières années. Donc, il va repartir il y a 6 ans et il va regarder le nombre de déclarations préalables à l'embauche qui ont été enregistrées pour cette entreprise. Puis après, il va regarder il y a 5 ans et demi, il va regarder le nombre de déclarations préalables à l'embauche, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il se rapproche dans le temps et grâce à ça, il est capable d'extrapoler un volume d'embauche dans les 6 mois. D'accord ? Mais c'est là où ça intervient, c'est que le volume d'embauche, ce que ça nous dit juste, c'est que Super U Rennes, par exemple, qui est le premier résultat que vous avez, ça nous dit, dans les 6 mois qui viennent, ils vont embaucher 37 personnes. Mais si moi, je suis boucher, ça me fait une belle jambe de savoir qu'ils vont embaucher 37 personnes. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils vont embaucher des bouchers dans ces 37 personnes. Et là, il y a un deuxième algorithme qui a été développé avec Pôle emploi et des équipes d'Etalab, il y avait participé il y a quelques années à son élaboration. C'est un algorithme qui se base sur toute la base des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que les demandeurs, quand vous vous inscrivez à Pôle emploi, vous avez un identifiant et on rentre aussi votre numéro de sécurité sociale. Et donc, dans la déclaration préalable à l'embauche, il y a le numéro de sécurité sociale et il y a le code d'activité de l'entreprise, ce qu'on appelle le code NAF, d'accord, nomenclature des activités françaises. Et donc, sur à peu près 1 million de demandeurs d'emploi, on a été capable de faire des liens entre le métier du demandeur d'emploi, ce qu'on appelle le code ROM. Donc, par exemple, me suis inscrit comme demandeur d'emploi en tant que boucher à Pôle emploi. Et puis après, on a été regarder sur ce million-là, quels sont tous les codes NAF d'activité qui ont réembauché des gens. D'accord ? Et donc, on fait un lien entre les deux. Il y a plein de matrices. C'est assez marrant parce qu'une partie des données, d'ailleurs, sont disponibles en ligne où vous pouvez voir un peu une sorte de mapping code NAF, entreprise, par code ROM, donc code métier. D'accord ? Donc, tout ça est combiné et donc, à la fin, on est capable de calculer un potentiel d'embauche. Et donc, c'est bien de ça que vient le potentiel d'embauche. Pourquoi je vous montrais tout à l'heure un petit bout du code, c'était que le code, il nous permet de commencer à discuter. Et notamment, dès qu'on s'arrête, j'allais dire dans les 5 premières lignes ou les 15 premières lignes, c'est plutôt les 15 en l'occurrence, que vous voyez à l'écran, on voit un premier truc qui est les étoiles. Et là, on voit que dans le commentaire, il est dit stars between 0 and 5, donc ce qui est affiché à l'écran. Hein. Vous vous souvenez, on en a vu que chaque entreprise avait un potentiel d'embauche calculé de 0 à 5. Et bien, en fait, on apprend en lisant le code que le nombre d'étoiles minimum, c'est 2,5 et le nombre d'étoiles maximum, c'est 5. Alors, j'ai rien à dire sur le fait que ce soit 5, mais par contre, le fait que ce soit 2,5 peut quand même amener la discussion. C'est-à-dire qu'en gros, d'essayer de se dire, mais vous savez, ça c'est un truc classique d'interface utilisateur ou de nudge qui sont développés par plein de services. Mais on peut se poser la question de dire, est-ce qu'un service public numérique, c'est bien normal, s'il calcule un potentiel d'embauche de 0 à 5, pourquoi, au moment où il affiche, le score minimal, c'est 2,5 ? Et donc ça, c'est là où ça devient intéressant à mon avis, c'était que le code, il nous permet de discuter avec des développeurs et de discuter des choix qui ont été faits, et notamment d'essayer de leur demander de documenter ces choix. Donc, à l'occurrence, pourquoi on n'affiche pas tout ce qui est en dessous de 2,5, alors même qu'il y a des gens, il y a des entreprises dont le score est inférieur à 2,5 qui vont embaucher des gens, et on le sait très bien, c'est parce que les tests utilisateurs ont en fait montré que des demandeurs d'emploi considéraient qu'en dessous de 2,5 sur 5, c'était des entreprises sur lesquelles il ne fallait surtout pas aller candidater. Donc, en fait, ça avait l'effet repoussoir. Okay, et non pas du tout l'effet, le bon effet. Vous savez, c'est un peu comme les scores sur Uber. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais voilà, si vous prenez un Uber et que vous êtes content de votre Uber, il ne faut pas lui mettre 4 sur 5, il faut lui mettre 5. Parce que 4, c'est déjà une mauvaise note. Et donc là, c'est un petit peu le même principe. Donc ça, c'était le premier point, c'était d'essayer de comprendre comment le potentiel d'embauche a pu être fait. Donc, on a regardé le code, on a discuté avec eux, ils ont donné des indications et ça nous a permis de décrire le scénario d'une vidéo qui a été tournée et qui est utilisée par les équipes de la bonne boîte pour essayer d'expliquer dans des termes les plus simples possibles selon quelles données c'est basé, sur quelles données se sont basées et sur quelle technique, quel type de technologie a été mise en œuvre pour ça. L'autre point que je voulais vous montrer sur la bonne boîte, c'est d'essayer de comprendre ensemble. Donc, on voit bien qu'il y a un algorithme de scoring,
Mais après, il y en a un autre qui va me permettre de classer les résultats. Puisque là, en gros, le système me dit qu'il y a 76 entreprises qui sont susceptibles de recruter en boucherie. Mais pour autant, il m'en met bien une en tête, qui est Super U Rennes. Alors du coup, même question un peu de devinette, selon vous, comment est fait le tri? Pourquoi on fait l'ordre Super U, Cibor, SVBR et non pas SVBR, Cibor, Super U? Oui. Alors peut-être que dans la salle, il y a des hypothèses. Oui, Simon, dans la salle, il y a des hypothèses. On est en train d'en écouter une que je vais retransmettre ensuite. Vas-y. Oui. Donc, il y a une, merci beaucoup. Il y a une suggestion qui est, en tout cas, les étoiles servent à visualiser un score qui n'est peut-être pas sur 5, mais qui est peut-être entre 0 et 100. Et par exemple, on dit que tout ce qui est entre 80 et 100 équivaut à 4 étoiles ou 5 étoiles. Voilà. Ouais, alors c'est à peu près ce qui est décrit dans le score, là, si vous le regardez derrière, parce qu'on a, on a une fonction de mapping qui dit, voilà, en fait, 2 étoiles, c'est un score 50, 5 étoiles, c'est un score 100 et compagnie. En l'occurrence, ma question n'était pas exactement celle-là, elle était plutôt sur la question de l'algorithme de tri. Pourquoi on met d'abord ces premiers résultats-là? Alors, il y a plusieurs doigts qui se lèvent. Oui, au fond. Alors, la taille de l'entreprise, plus elle va être grosse, plus on va se dire qu'elle va pouvoir embaucher. Je prends quelques suggestions et puis après, on va répondre. Ouais, il y a au fond, c'était pareil, taille de l'entreprise. Oui. OK. Donc, une agrégation entre le nombre de salariés, la distance, enfin, voilà, tous les facteurs, une agrégation, un tri optimisé. Il y avait une autre suggestion, et derrière, juste, c'était pas, c'est bon? Oui, c'est bon. OK, donc quelqu'un rajouterait de l'aléatoire pour augmenter la diversité. Et on va peut-être prendre une dernière. Il y a quelqu'un d'autre qui veut proposer autre chose? Et les préférences proposées par l'interface. Ouais. Donc, super. Et en ligne, il y a est-ce qu'il y a des… Je regarde s'il y a des gens en ligne. Oui, en ligne, il y a compromis entre distance et potentiel d'embauche, nombre de salariés, ça a été dit aussi, score dépendant de la distance, le nombre de salariés potentiel d'embauche. Donc, ça rejoint l'hypothèse de c'est un mix, on va dire un agrégat, par rapport à la taille de l'entreprise ou autre. En fait, si vous regardez bien dans l'interface, il y a quelque chose qui est censé nous expliquer comment est fait le tri. Puisque vous avez un petit point d'interrogation et si vous passez la souris dessus, ça vous dit tri exclusif, la bonne boîte basée sur le potentiel d'embauche des entreprises mis à jour toutes les 24 heures. Et ça a donné lieu à des discussions assez marrantes avec les développeurs qui avaient conçu le système pour essayer de leur dire, est-ce qu'il ne manquerait pas une ou deux virgules dans votre phrase? Tri exclusif basé sur le potentiel d'embauche des entreprises mis à jour toutes les 24 heures. À quoi se rapporte le mise à jour toutes les 24 heures? Au tri ou au potentiel d'embauche? Et donc, en fait, vous l'avez deviné et quelqu'un l'a dit, je crois, dans la salle. En fait, il y a du tirage au sort, il y a de l'aléatoire. C'est-à-dire que les prédictions, elles ne sont pas mises à jour tous les 24 heures, puisqu'on fait des prédictions à 6 mois. C'est tous les 6 mois qu'on va regarder ça. Le score, il est calculé tous les 6 mois. Ce qui est mis à jour tous les 24 heures, c'est que l'ensemble des résultats sont présentés dans un ordre différent. Pourquoi? Et ça, c'est aussi, j'allais dire, l'intérêt de pouvoir accéder au code comme, on va dire, élément de discussion avec les développeurs, avec les concepteurs du système, c'est que quand ils nous ont raconté le choix qui avait été fait, ils nous ont dit, en fait, les tout premiers cas d'usage de la bonne boîte, je vais essayer de revenir en arrière pour voir le truc, c'était auprès d'agents de Pôle emploi eux-mêmes. Or, un agent de Pôle emploi, par définition, il travaille dans une ville, il travaille dans une agence Pôle emploi. Et donc, il y a de fortes chances que si, par exemple, il est agent Pôle emploi à Tours,
il tape toujours Tours ou les communes près de Tours dans le moteur de recherche Pôle emploi, la bonne boîte. Le deuxième point, c'est que la plupart du temps, dans les grosses agences en tout cas, les conseillers sont spécialisés dans un secteur. Ceux qui s'occupent des profs d'anglais ne sont pas les mêmes qui s'occupent des bouchers, qui ne sont pas les mêmes qui s'occupent des commerciaux. Donc en gros, il y avait de fortes chances aussi que globalement, plusieurs fois dans le mois, le même agent Pôle emploi aille faire la même requête. Et les premiers retours d'usagers, d'expérience de ces agents Pôle emploi, c'était de dire la bonne boîte, c'est bien, mais il ne faut pas y retourner. C'est-à-dire, en gros, j'ai tapé boucherie Tours une fois, j'ai cliqué, j'ai eu une liste, j'ai imprimé la liste que j'ai donnée à un demandeur d'emploi. Après, je n'ai pas besoin d'y retourner sur le site. Si demain, je vois un autre boucher qui vient me voir, je lui réimprime la même liste et c'est tout bon. Donc, vous voyez, il y avait, ça, c'était la première explication. Mais il s'avère que ce choix d'interface et l'explicabilité qui, pour le coup, on peut vraiment en discuter. Je pense que de dire c'est un tri exclusif basé sur le potentiel d'embauche des entreprises mises à jour toutes les 24 heures, on pourrait faire un peu l'équivalent de Clément Hénin allant voir les médecins, si je vais aller voir tous les utilisateurs du site en demandant qu'est-ce que vous avez compris de cette phrase-là, je ne suis pas sûr qu'ils auraient compris exactement ce que ça fait. C'est-à-dire vraiment, toutes les 24 heures, je redistribue toutes les cartes et je réarrange l'ensemble des résultats. Ce qui est peut-être, pour finir sur cet exemple-là, marrant ou peut-être intéressant aussi, c'est que si vous réfléchissez, en fait, c'est dans l'intérêt du demandeur d'emploi lui-même aussi. Ça n'a pas été pensé initialement pour ça, mais le fait est que c'est aussi dans son intérêt, parce que mon intérêt en tant que demandeur d'emploi, c'est pas d'aller candidater au même endroit exactement que tous les autres candidats. C'est aussi de faire en sorte que régulièrement, on va diversifier la liste d'entreprises auxquelles vous allez candidater parce que ça vous donne potentiellement plus de chances que si vous n'alliez pas au-delà de la deuxième ou troisième page de résultats. Donc voilà, ça c'était l'exemple de la bonne boîte. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions peut-être sur cet exemple-là. Alors, dans la salle, il n'y a pas encore de questions. Peut-être une. Oui, enfin, il y en a, on a le temps pour les questions. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise propose effectivement un emploi, embauche quelqu'un, est-ce qu'elle disparaît de la liste ou pas? Alors, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'algorithme, lui, et les équipes de la bonne boîte ont développé le système qui fait que tous les 6 mois, on regarde s'il y a bien eu effectivement les déclarations préalables à l'embauche qui étaient celles qu'on avait prédites. D'accord? Donc, il y a quand même une boucle de retour qui est de dire, on avait dit que le Super U allait embaucher 37 personnes. Régulièrement, il y a un check qui est fait et on regarde si le nombre de DPE qui ont été déposés, de déclarations préalables à l'embauche, est complètement déconnant par rapport à la prédiction ou si il fonctionne plutôt bien. Et globalement, c'est un système qui fonctionne plutôt bien, hein, et qui a été prouvé comme étant un outil efficace pour sélectionner des candidatures spontanées. Il y a un truc que je voudrais souligner aussi parce que, donc, Simon, tu sais bien qu'avant, je te mentais quand je disais que la salle était en délire. Oui. Voilà. Mais là, il y a eu vraiment beaucoup de. Enfin, on a vu beaucoup de réactions de gens qui secouaient la tête, qui disaient mais c'est n'importe quoi. Enfin, ou en tout cas, qui se disaient mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Il y a peut-être une réaction. Je vois une réaction, donc je vais laisser parler une personne. Voilà, donc une personne qui avait secoué la tête de dépit disait la bonne boîte, c'est pas YouTube. Donc pourquoi forcer les gens à retourner sur l'outil? Mais en fait, suite à l'explication, la compréhension, c'est surtout, en fait, on ne veut pas que les gens postulent à la même offre. Il y avait quelqu'un qui levait la main dans le fond aussi. Alors, non, mais par contre, si je peux rebondir sur on va dire l'interpellation que c'est pas YouTube. Pour moi, c'est une super discussion à avoir. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment la question de dire à quel point il y a des choses qu'on ne se permet pas dans un service public numérique
par rapport à un service en ligne tout court, j'allais dire. Voilà. Quand vous dites effectivement, c'est pas YouTube, je pense que le point commun qu'on a dans les deux cas, c'est la question des choix. Et c'est-à-dire que là, vous voyez, quelque part, ces choix-là, ils ont été explicités dans des discussions. Et ces discussions, elles ont été possibles parce qu'il y avait un accès au code qui rendait en partie possible l'émergence de la discussion, de dire ah bon, mais attendez, pourquoi 2 étoiles, pourquoi en dessous de 2 étoiles vous les montrez pas et compagnie et tout. Et in fine, pour le coup, il y a des choix. Donc un, les rendre visibles. Et puis deux, être capable d'en discuter. Moi, spontanément, là, les deux choix qui ont été faits, je trouve qu'ils sont très mal expliqués sur l'interface, mais je trouve qu'ils ne sont pas si légitimes que ça, pour le coup. Mais après, ça pose la question, c'est vrai, de se dire, est-ce qu'on devrait faire ça? Ou est-ce qu'on devrait s'interdire de faire ça? Complètement, et c'est ce que je voulais souligner aussi, c'est de dire que l'une des craintes des administrations, souvent, quand elles font le jeu de la transparence, c'est justement d'avoir des réactions, des réactions un peu soit outrées, soit dépitées, déçues, etc. etc. Et que du coup, de la part de l'équipe conceptrice de la bonne boîte, c'est un choix assez courageux, finalement, que de mettre le code à disposition, même si on sait que tout le monde ne va pas lire le code, etc. etc. Ils se mettent quand même devant le potentiel feu de la critique. Et donc, la raison pour laquelle on peut se marrer, entre guillemets, et pour laquelle ça marche aussi, c'est parce qu'il y a ce dialogue entre les gens qui conçoivent et les gens qui utilisent. Et ça, c'est très intéressant aussi. Je peux peut-être rajouter juste un point sur la bonne boîte que j'ai pas décrit. C'est un truc qui aussi est présent dans les autres exemples qu'on a étudiés, qui est la question un petit peu du résultat étonnant ou du résultat contre-intuitif comme étant le révélateur de la mécanique du système. Quand la bonne boîte s'est lancée, une fois que le système a été déployé, qu'il a commencé à être testé et tout, il y a eu une opération presse où Pôle emploi a dit voilà, un nouveau service pour machin, machin, machin. Bon. Et il y a tout un tas de journalistes qui ont été essayés et comme on peut imaginer chacun d'entre nous le faire, ils ont commencé par taper journaliste et en dessous, ils ont tapé la ville dans laquelle ils étaient journalistes, bien souvent en région parisienne. Et si vous tapez journaliste à Paris, les 5 premiers choix qu'on va vous proposer, alors depuis ça a été un peu, ça a évolué, mais les 5 premiers choix, c'était du travail en agence de communication. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté des journalistes ou si vous en avez dans votre famille, mais si vous dites à un journaliste qu'il va retrouver du travail dans une agence de communication, c'est vous perdez tout de suite un petit peu en sympathie ou en crédibilité, puisque le journalisme et la communication, ça n'est pas censé être les mêmes choses. Or, en fait, c'était la vérité des données. C'est-à-dire que statistiquement, dans les registres de Pôle emploi, des journalistes qui s'étaient retrouvés au chômage, dans quel secteur d'activité ils avaient le plus fortement retrouvé du boulot, ce n'était pas dans les entreprises de médias, ce n'était pas dans la presse, c'était dans des agences de communication. Donc, sous-entendu, plus dans ce métier de journalisme, mais dans un métier de communicant. Et donc, ça avait fait effectivement la réaction d'un certain nombre de dire non, mais c'est n'importe quoi, la bonne boîte, ça ne fonctionne pas. En fait, ça fonctionnait, mais ça ne donnait pas le résultat qui était attendu. Un autre exemple, et alors c'est assez marrant là, parce qu'il y a aussi des questions d'inégalité un peu sociales et de réaction par rapport à ça. Un autre exemple qui avait été aussi documenté par la bonne boîte, qui était si je cherche un emploi de coiffeur ou de coiffeuse, et ben si je cherche un emploi de coiffeur, spontanément, la bonne boîte va me dire d'aller travailler dans un supermarché. Il y a très peu de coiffeurs qui travaillent dans des supermarchés, mais il y a beaucoup d'anciens coiffeurs ou de coiffeuses qui se sont reconvertis et qui travaillent dans des supermarchés. Vous voyez, donc là, il y a vraiment la question de dire, face à ça, qui en fait ne fait que révéler la réalité du système, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse, on modifie un peu la réalité de la donnée pour tweaker un peu le système. Enfin voilà, il y a vraiment, je pense, quelque chose autour du résultat étonnant ou de l'outlier ou du contre-intuitif qui vient révéler le fonctionnement. Oui, tout à fait. Il y a une réaction. Oui,
Et donc, en fait, alors là, il y a une réaction par rapport au métier de journalisme, notamment de la part de quelqu'un qui connaît le fonctionnement des boîtes de communication et qui dit que les journalistes sont recherchés aussi pour leur qualité d'enquête et Oui. et de rédaction, justement. Et que donc, Ouais. l'explication peut aller plus loin, va plus loin. C'est-à-dire qu'on Ouais. on a une causalité qui n'est pas non plus négative, enfin, sauf pour les journalistes peut-être qui considèrent que voilà, travailler dans une agence de communication, c'est pas digne de leur. Non, mais ce que je voulais, vous avez parfaitement raison. Ce que je voulais juste illustrer, c'était qu'en fait, ça révélait le fait que ça, c'était basé sur des données historiques et que finalement, le métier que vous rentriez, si on avait dû être plus exact dans l'explication, on vous aurait dit, en fait, c'est basé sur des données de gens qui s'étaient inscrits comme demandeurs d'emploi sur ce métier et qui ont retrouvé du boulot depuis. Ce qui ne veut pas dire la même chose que c'est des gens qu'on retrouvait dans le boulot que vous recherchez. Vous voyez petite différence. Tout à fait. Et c'est toute cette question du proxy et de comment on présente un proxy par rapport, voilà, qu'est-ce qu'on mesure exactement et comment on le présente, qui est assez fascinante. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde s'il y a des questions dans le chat en même temps. C'est le problème récurrent du biais dans les données. Alors, je voudrais réagir à ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait réagir dans la salle, mais je voudrais réagir à ce problème du biais dans les données. Donc, je vois aussi des gens en présentiel qui froncent les sourcils, qui ne sont pas forcément sûrs. Hier, pour moi, c'est très intéressant de parler du biais dans les données parce que souvent, dans les discussions, y compris académiques, enfin, je ne sais pas si vous êtes sur les Twitter académiques de machine learning et autres, cette question du biais dans les données, elle revient très très souvent avec notamment des questions de genre, de biais sur plein de choses, en disant il suffit de débiaiser un jeu de données. Et une fois qu'on aura débiaisé le jeu de données, tout sera réglé. Levez la main si c'est complètement évident pour vous que c'est faux, comme ça je ne m'y attarde pas. Non, ok, il y a des gens qui. Ok, c'est bon. Il y a des gens qui sont. Non, mais c'est bien. C'est intéressant. Parenthèse, hier, j'étais dans une réunion avec des gens qui réfléchissent justement à ces enjeux-là. Pas forcément des data scientists, mais d'autres types de personnes. Et il y a quelqu'un qui a utilisé une expression que j'ai beaucoup aimée qui disait, en fait, aucun jeu de données est non biaisé, est débiaisé. La question, c'est comment on choisit de biaiser. Voilà. Alors, la question est comment on choisit de biaiser les données. Et vous dites, pardon, j'ai pas. Mm-hmm. Donc là, on parle de la question de qu'est-ce qu'un biais indésirable et qu'est-ce qu'un pattern, un motif qu'on a détecté. Et la question aussi, c'est notamment dans le cas de la bonne boîte, comme tu l'as très bien redit, Simon, je pense, c'est la question de est-ce qu'on continue avec le système actuel ou alors est-ce qu'on transforme, est-ce qu'on a une volonté de transformer le système et ça pose beaucoup de questions. Et par ailleurs, si vous voulez de la littérature sur pourquoi les biais ne sont pas que dans les données, y compris de la littérature en informatique, je peux vous en envoyer. Là, en l'occurrence, les données ne sont pas, elles représentent la réalité, quoi. Je ne sais pas si Simon, tu veux rajouter quelque chose à ce que je dis, mais c'est un peu ça le point aussi. C'est que, en l'occurrence, les journalistes trouvent des jobs dans les agences de communication. On n'est pas sur du mensonge, on est sur un système. Et est-ce que les algorithmes sont voués à reproduire le système ou à le transformer? Ça, c'est une autre question qui se pose et qui est très politique et très importante, finalement. Est-ce qu'on passe au dernier cas et puis comme ça, on aura un petit élément aussi sur le cadre juridique? Je sais pas. Je me demandais, justement, en fait, ce que je me demandais, je voulais vous faire, si Simon, tu peux partager les slides, je vais vous faire un teasing du cas qu'on voudrait vous présenter, mais comme il reste que 22 minutes, je ne suis pas sûre qu'on aura le temps. Du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, Simon, mais je serais d'avis de passer dessus rapidement, en fait, pour aussi avoir le temps des discussions si possible. Okay. Pourtant, vous allez voir, c'était un teasing incroyable. Voilà. J'avais mis un slur, comme on dit en anglais, dans mon titre.
qui parlait pour évoquer brièvement le cas de l'algorithme qui a été utilisé l'année dernière par l'équivalent de d'une agence du baccalauréat anglaise pour prédire les notes au bac des étudiants, puisque les étudiants et étudiantes étaient dans l'incapacité de passer leurs examens tout court. Et donc, ils ont fait de la prédiction. Et alors je vous la fais très très courte parce qu'on n'aura pas trop le temps d'en discuter et je vous dirai pourquoi ce cas est intéressant. Voilà, donc ils ont fait de la prédiction, ça on le sait parce qu'à la fin, donc ils ont organisé une consultation. Ensuite, donc l'organisme s'appelle Ofqual. Donc le gouvernement a dit nous voulons utiliser un algorithme pour prédire les scores parce qu'il se trouve que les enseignants ont tendance à être biaisés et à surnoter les étudiants et donc on a un enjeu de conserver la qualité du diplôme et également d'empêcher l'engorgement des universités, comme peut-être il y a eu un effet de bord en France inverse, avec un engorgement des universités du fait de trop d'étudiants qui auraient eu leur bac. Tout ça est très contestable, hein. Je ne rentre pas dans les questions politiques. Bon, maintenant. Et donc, Ofqual s'est exécuté, a organisé une consultation en posant un certain nombre de questions. Et ensuite, le jour de la délivrance des notes, a publié un rapport de 300 pages qui détaillait la démarche, l'algorithme, etc., etc. Et aussi les données prises en compte. Notamment, les données qui étaient prises en compte, c'était, pour de multiples raisons, et je pourrais y revenir, mais pas tout de suite, un classement par sujet et par classe de chaque professeur. Donc, Monsieur Thierry, un nom très courant en Angleterre. Monsieur Thierry a 15 étudiants, ou plutôt 30. Il les classe de 1 à 30 en disant 1 est le meilleur et 30 est le moins bon. Et ensuite, c'était pondéré avec, ou en tout cas, enfin, je vais dire mouliné. Ça passait dans une moulinette, vous voyez. Non, mais en réalité, il y avait une standardisation en utilisant les données historiques des écoles, en disant bah, telle école historiquement a eu tel résultat, et donc si l'élève numéro 1 de cette année 2020 est classé numéro 1, il aura la même note, grosso modo, hein, je simplifie à outrance, la même note que les étudiants 2017, 2018, 2019. Donc si l'étudiant avait 16, si tous les autres avaient 16 avant lui, il aura 16. Ce qui posait énormément de questions par rapport surtout aux outliers, je ne sais pas comment dire en français. Bon, voilà, bref, au cas particulier, enfin, vous voyez en statistique, moi je ne connais que le terme anglais, des étudiants qui étaient partis pour être brillantissimes et complètement défier les prédictions qu'on aurait pu faire d'eux et d'elles, et qui auraient dû ou pu avoir 19, et qui en fait se retrouvaient avec 16, 15, 14, ce qui en Angleterre est très problématique parce que l'admission à l'université, quelle qu'elle soit, dépend de la note qu'on a eue au baccalauréat. Voilà. Et c'est ça qui est important aussi à comprendre. Pourquoi on mentionne ça? C'est parce que du coup, peut-être que Simon, tu peux revenir sur la photo d'avant qui est une photo colorée et pleine de rage, puisque les étudiants et étudiantes sont descendus dans la rue vraiment pour protester contre l'algorithme lui-même. Là, il y a un processus déjà assez intéressant où on voit qu'on parle d'algorithme dans une manifestation, ce qui est quand même une grande première et qui depuis a été repris d'ailleurs, notamment avec des algorithmes de priorisation pour des vaccins aux États-Unis, etc. etc. Et ensuite, je veux bien que tu passes à la slide d'après, très rapidement. Ce qui est intéressant dans ce domaine de la contestation, c'est qu'on voit que le rapport d'Ofqual qui a été publié a permis à de nombreux data scientists, notamment Sophie Bennett, là j'ai mis un exemple, mais il y a beaucoup de data scientists, de se pencher sur le fonctionnement de l'algorithme et de pouvoir le contester en utilisant les informations qui étaient contenues dans ce rapport. Rapport qui faisait quand même 350 pages et qui était difficilement lisible. Et du coup, ça pose aussi la question de quel type d'explication pour quel type de personne, quel type de ressources pour quel type de personne. Parce qu'un étudiant a lancé une pétition pour protester contre le système, mais ensuite, il a eu besoin de l'aide d'une agence juridique et aussi d'arguments venant de personnes techniques pour pouvoir argumenter, parce que sinon, c'était vraiment très, très compliqué.
le simple sentiment d'injustice viscérale ne suffisait pas non plus à remettre en question tout le système. Voilà, donc ça c'était juste une petite remarque sur un des buts de l'explication, l'explicabilité qui peut être aussi la contestation. Je sens que Simon, tu veux dire quelque chose? Non, pas du tout. Je te laisse. Je crois qu'on avait un… Non, après, parce qu'on allait revenir là-dessus sur la question de la consultation. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Oui, on va revenir dessus de toute façon, dans le temps imparti. Si ça vous intéresse, je vous propose d'en parler après si vous avez envie. C'est un cas qui est vraiment très intéressant. Voilà, et j'ai toute une bibliographie aussi, si vous voulez. Et du coup, si c'est clair, pour l'instant, je vous propose de passer rapidement au cadre juridique en France. Et là, Simon, je te redonne la parole. Merci. Voilà, vas-y. Alors, en fait, l'une des raisons, on aurait pu vous le raconter au début, mais on préfère le mettre à la fin de l'échange. L'une des raisons pour lesquelles on s'est intéressé à ces questions chez Etalab, c'est parce qu'on a participé à définir un cadre juridique qui est assez unique en Europe, à l'occasion du vote de la loi pour une république numérique, donc qui était votée par le Parlement en 2016, qui était adoptée à l'unanimité, et la loi avait été portée par Axel Lemaire. Et dans la loi, il y a plein de choses autour de l'ouverture des données par principe, autour de la mort numérique, autour il y a plein de choses, et il y a du droit à l'oubli, et il y a aussi un cadre juridique qui concerne les algorithmes. Donc en pratique, aujourd'hui, le droit qui existe en France, il dit la chose suivante: il a créé des nouvelles obligations pour les administrations qui sont autant de nouveaux droits pour les administrés, et qu'on pourrait appeler d'obligation de transparence des algorithmes, même si je pense que le terme n'est pas tout à fait le plus adéquat. Alors, qu'est-ce que dit le droit? Il dit qu'en gros, il y a 4 critères à remplir pour une administration. Donc, est-ce qu'on est une administration d'État, une collectivité, un organisme de droit public ou de droit privé intervenant dans le cadre d'une mission de service public? Est-ce qu'on utilise un traitement algorithmique? Est-ce qu'à l'aide de ce traitement, on prend des décisions individuelles envers des personnes physiques ou morales de droit public ou privé nommément désignées? Et puis, s'il y a un petit joker quand même que l'administration s'est réservé, qui est pas de couvert, que le traitement en question ne soit pas couvert par l'un des secrets qui étaient déterminés, des délibérations du gouvernement, défense nationale ou autre, alors, si l'administration remplit ces 4 conditions, elle est soumise à 3 obligations. Et c'est là qu'à mon avis, on a quelque chose de relativement unique. La première obligation, c'est une obligation de mention explicite, c'est-à-dire de faire figurer en ligne sur les documents, les avis, les notifications, une mention précisant les finalités du traitement, le rappel du droit de communication, les modalités d'exercice de ce droit. Donc là, on va dire, on est dans l'une des premières briques, qui est que très souvent, on constate que la plupart des systèmes dont on vous a parlé, c'est des systèmes invisibles. C'est-à-dire que l'usager, l'administré, il n'en a pas connaissance. Donc là, il y a une première brique qui consiste à dire il y a une mention, il y a une obligation de mention. D'ailleurs, depuis le 1er juillet 2020, les traitements automatisés qui ne comportent pas la mention explicite sont considérés, les décisions prises à l'aide de ces traitements sont considérées comme nulles et non avenues. Donc, il y a une sacrée sanction quand même pour l'administration. Il y a l'obligation de faire figurer une mention explicite. Je passe complètement de l'autre côté de mon transparent. Il y a aussi une obligation de fournir une information générale. C'est-à-dire qu'en gros, les administrations sont tenues de publier, en quelque sorte, un registre des principaux traitements utilisés lorsqu'ils font des décisions individuelles. Donc là, il y a une partie du boulot qu'on a mené avec Swazik, c'était d'accompagner des volontaires dans ce travail-là. Donc, on a publié un premier modèle d'inventaire de traitement algorithmique. Et puis enfin, peut-être quelque chose qui vous parlera beaucoup plus directement par rapport à la thématique de ce séminaire, il y a une obligation de fourniture d'une information individuelle. Donc là, autant la mention explicite et l'information générale doivent se faire, j'allais dire, proactivement de la part de l'administration, autant là, c'est en réaction, on va dire, puisqu'il faut fournir à la demande de l'intéressé tout un tas d'informations assez précises, comme par exemple le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, mais aussi des informations sur les opérations, les données traitées et les sources. J'insiste juste sur cet aspect degré et mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision. C'est bien parce que ce droit-là, il concerne aussi bien les outils d'aide à la décision que des outils de décision automatisée.
Donc voilà, donc je ne sais pas si vous en aviez connaissance, mais c'est vrai qu'en France, on est l'un des premiers pays européens à s'être doté de ces mécanismes-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme-là est directement, enfin, ce principe a été issu d'une proposition lors de la consultation publique. Vous savez peut-être ou pas d'ailleurs que la loi pour une république numérique a fait l'objet d'une grande consultation en ligne. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous y ont contribué ou participé. Et ça faisait partie, ce n'était pas dans le texte du gouvernement initialement, c'était dans une proposition, quelqu'un avait dit qu'il faut créer un droit à la transparence avec un droit à l'explication et des choses comme ça. Donc, une partie du boulot sur lequel on a travaillé avec Swazik, c'était justement d'essayer de mettre en œuvre, aussi bien du point de vue des administrations qui est des nouvelles obligations, que du point de vue des individus que chacun d'entre nous sommes, qui sont une série de nouveaux droits. Voilà. Peut-être, Swazik, je te laisse faire la conclusion par rapport, parce que tu avais commencé sur comprendre, discuter, contester. Allô? Allô, Paris, est-ce que vous nous entendez? Bon, alors apparemment, Paris nous entend, je crois, puisqu'ils répondent, mais… Je suis bien d'accord avec vous, on n'entend que moi. Personnellement, ça ne me dérange pas qu'on n'entende que moi, mais ce n'était pas le but de l'opération. Voilà. Bah, Swazik, le temps que le son revienne, peut-être je fais la conclusion à partir de ce qu'il y a à l'écran. Il y avait peut-être un point… Allô, vous nous entendez? Oui. Ok, alors je fais la conclusion. Un des points, un des angles morts, on va dire, des questions telles qu'on les a traitées dans la transparence des algorithmes administratifs, c'est la question des buts de l'explication. C'est-à-dire, en gros, de bien essayer de faire saisir que ce n'est pas forcément la même chose de fournir des explications pour comprendre un système ou une décision, bien sûr. Alors, je ne vais pas revenir, ça vous connaissez ça encore mieux que moi, explication globale, locale ou autre, mais de dire, voilà, il y a une explication pour comprendre, il y a une explication pour discuter, et puis il y a des explications pour contester. Ce n'est pas exactement la même chose, on va dire, ces trois niveaux, ces trois objectifs d'explication. J'entends que vous êtes revenu. Ah bon? Oui. On est revenu par un autre ordinateur, non? Ah. Ouais. Je coupe là. On fait des tests. Est-ce que tu nous entends, Simon? Oui, on vous entend. Non. Oui. Il entend par celui-là. Il entend par celui-là? Voilà. Et ben, je vais écouter ça. Là, c'est bon. Voilà, je vais parler ici. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Mais nous, on t'entend plus. Bah, tant pis. Vas-y. Ah. Non, mais voilà, de toute façon, je pense que la slide était assez explicative en elle-même et Simon l'a bien dit aux participants en ligne que ce qu'on a un peu détaillé, c'est cette typologie de comprendre, discuter, contester. J'avais rajouté aujourd'hui en provocation faire évoluer, puisque la question, c'est aussi quand est-ce qu'on utilise l'explicabilité? Est-ce que c'est juste complètement en aval, post-hoc, ou en amont aussi, ex ante, notamment dans la conception de l'algorithme. Mais notre message était à peu près synthétisé dans le transparent. Donc maintenant, on peut passer aux questions que nous allons transmettre par des satellites ou, on ne sait pas, des câbles, enfin, tout est possible à présent. Voilà, et peut-être qu'on va même les écrire, peut-être qu'en fait, je vais même les retranscrire en même temps sur l'ordinateur, ce sera plus simple.
En fait, c'est ça. Bon, ouais, bon, d'accord. Je vais les dire, je vais les reformuler. Oui, une question au fond. Oui, alors moi en fait c'est parce que ce que vous avez exposé, ça m'a il y a quelques jours, et ça concernait l'algorithme AffleNet. Je pense que tu dois entendre parler. Donc en fait c'est l'algorithme qui permet d'affecter les élèves dans les lycées en seconde. Et donc il y a un parent d'élèves développeur et passionné d'algorithme qui s'est attelé à faire un énorme travail de décodage de comment marche l'algorithme. Je ne sais pas trop comment il a fait. En demandant justement les informations dont je parlais, il a publié un site où il expose notamment plein de défauts de l'algorithme, le fait qu'il est assez biaisé envers les élèves défavorisés. Et le gouvernement n'est pas du tout content. Et ils ont plutôt envie de le poursuivre en justice. Et donc voilà, je voulais vous demander ce que vous pensez de ce cas-là. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, le gouvernement est plutôt dans son bon droit, parce que c'est vrai que c'est un algorithme qui peut être facilement manipulé une fois qu'on en connaît les rouages, ou est-ce que c'est plutôt le parent d'élève qui a mis Alors, oui, donc c'était en France. Alors, je voyais Simon qui hochait la tête, donc je pense qu'il y a eu une entente à moitié, qu'on parlait d'AffleNet, qui est donc l'algorithme d'affectation en lycée en Île-de-France des collégiens, donc de l'affectation en seconde des collégiens d'Île-de-France. Et qu'un site a été publié, on est très preneurs et preneuses de la référence, un site a été publié par un parent d'élève qui a disséqué l'algorithme et qui a pointé du doigt pas mal de défauts dans cet algorithme. Et à ce qui paraît, le ministère de l'Éducation veut l'attaquer en justice. Alors, je pense que Simon et moi, on dira sensiblement la même chose, mais Simon, je sens que tu as envie de réagir. Oui, parce que alors, nous, on n'a pas travaillé sur AffleNet, on avait travaillé sur la question de la transparence d'admission post-bac, mais les enjeux étaient à peu près similaires. Faut être très clair. Alors après, moi, qu'il y ait eu des recours en justice sur AffleNet, ce n'est pas une information que j'avais. Le fait est que tous les principes qu'on vous a présentés là, il faut bien avouer quand même que c'est des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre pour les administrations. Il y a une part de complication, on va dire, qui viennent de la capacité à faire, des moyens et tout. Et il y a aussi, c'est vrai, une part non négligeable aussi qui consiste à dire attention, on va commencer à créer de la défiance, les gens vont utiliser les systèmes pour nous critiquer et ainsi de suite, ainsi de suite. En l'occurrence, moi, l'exemple que j'en ai, je sais que sur AffleNet, typiquement, il y avait eu des gros problèmes avec le nombre de points attribués pour des boursiers, par exemple, où il y avait pas mal de choses et tout. Ce qu'on a pu voir fonctionner sur admission post-bac, typiquement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était un autre gouvernement. Il y avait eu des demandes d'une association de droit des lycéens d'avoir accès à une partie du code d'admission post-bac et l'administration, le ministère de l'Enseignement supérieur, s'était exécuté en imprimant le code sur des feuilles de papier, en envoyant tout ça par recommandé à l'avocat de l'association. Ce qui était quand même pour le moins sous-optimal. C'était un code qui n'était pas documenté, qui était format papier et tout machin. Le fait est que, et pour avoir suivi un peu le truc de l'autre côté de la barrière, je pense que comment dire, il y avait un certain message envoyé dans la méthode d'envoi, quoi, qui était un peu, tu l'as voulu, tu l'auras, quoi, voilà. Ce qui est quand même plus intéressant, c'est que l'année où ça s'est passé, ça a quand même permis de révéler qu'il y avait des choses dans APB qui n'étaient pas conformes à la loi. Et l'année d'après, le code source d'APB de l'année suivante avait intégré tout un tas de corrections qui étaient bien liées, qui, à mon avis, n'auraient jamais pu voir le jour s'il n'y avait pas eu justement cet effort de divulgation, un peu forcé en l'occurrence, et qu'il n'y avait pas eu des tiers qui s'étaient emparés du système. Mais là, je pense qu'on traite des questions qui sont beaucoup, beaucoup plus larges, qui est la capacité des administrations à s'ouvrir et à discuter, avec, y compris avec ces critiques. Très honnêtement, je pense aussi, moi j'ai passé 7 ans chez Etalab avec Sozik, on est quitté il y a quelques semaines. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'agents d'administration qui sont plutôt de bonne foi et qui auraient volontiers envie d'être plus transparents ou d'assumer plus de choses, mais que beaucoup j'allais dire, de choses aujourd'hui sont très aussi encadrées par la communication politique et par les décisions des cabinets ministériels. Et les décisions des cabinets ministériels vont très rarement dans le sens de plus de transparence et très souvent dans le sens de plus de contrôle et surtout essayer de contrôler les messages qui en sortent, quoi, voilà.
Et donc ça, je pense que ce n'est pas une critique spécifiquement adressée à l'équipe gouvernementale en place, parce qu'au cours des 7 dernières années, j'ai pu en voir plusieurs fonctionner. Et je pense que c'est un vrai enjeu mais qui est culturel, là, qui dépasse largement l'enjeu de l'explicabilité, mais qui est comment on accepte aussi la critique pour essayer de dire, globalement, on essaye globalement de construire tous ensemble des systèmes un peu meilleurs. Oui, merci. Moi, j'ai peut-être une remarque qui va dans la de ce que vous disiez, qui va abonder dans votre sens. Je pense que ce serait une erreur de vouloir jeter finalement un discrédit sur un traitement algorithmique de l'information, quel qu'il soit. Il faut bien comprendre que pour le recrutement des élèves, en tout cas des classes préparatoires aux grandes écoles, avant que ça se fasse par algorithme, ça se faisait quand même d'une certaine manière par des personnes. Et c'était pas plus transparent. Et, je veux dire, voilà, et on peut, et toute la question du déterminisme social qui apparaît encore aujourd'hui existe pas. Il faut lire les Attali, il y a déjà une trentaine d'années. On peut prédire globalement, en fonction du lycée ou du collège de la personne, si elle va réussir à intégrer une grande école. Ouais. Voilà, mais le problème n'est pas l'algorithme dans cette histoire. Et tout l'intérêt, justement, c'est ce que nous, en tout cas, c'est ce sur quoi on a essayé de travailler avec Simon, c'est cette question de visibiliser les choix, qu'ils soient non numériques ou numériques. Et en l'occurrence, il y a aussi un papier très intéressant de Vincent Tiberge, qui est de l'université de Bordeaux, si je ne m'abuse, mais je ne veux pas faire de gaffe, qui, lui, a modifié en gros, les universités ont accès à un outil d'aide à la décision pour classer les candidats et candidates dans Parcoursup. Et Vincent Tiberge a développé l'équipe de Vincent Tiberge a développé leur propre algorithme avec une volonté affichée de réduire, d'encourager la diversité sociale, etc., etc. Et il a déduit, par exemple, qu'en se basant plutôt sur l'écart à la médiane plutôt que sur une note absolue dans la classe, on était capable d'atteindre cette diversité. Et ça, c'est très intéressant aussi, ça ouvre le débat. On n'est pas, le fin mot, c'est qu'on n'est pas contre les algorithmes, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de visibiliser les choix. Et là, pourquoi le ministère de l'Éducation nationale se sent peut-être menacé aussi, c'est parce que ça révèle des choses qui avant étaient invisibilisées par une couche technique. Ce qu'un chercheur qui s'appelle Ben Green appelle les tech goggles aussi, les lunettes technologiques, qui met une espèce de voile de neutralité sur les choses, et donc il y a une exposition. Voilà. Mais il se trouve, et je finirai aussi, je voudrais juste réitérer que ce qui est intéressant en France, c'est justement cette dichotomie entre un cadre juridique qui est assez précurseur, avec cette transparence, etc., qui est affichée dans la loi, qui est normalement permise, et puis une application qui est quand même difficile et qui est liée aussi à tout ce qu'a mentionné Simon en termes de limites et puis de culture. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres… De toute façon, il est l'heure, donc je pense qu'on ne va pas… Très rapidement. Oui, très rapidement. Vous avez promis 20 pointeurs bibliographiques. Est-ce que vous pouvez les donner ? Non, je préfère Oui, on a absolument… Pardon, c'était vraiment la blague de la fin. Oui, pour tout ce qui est bibliographie, avec immense plaisir. Peut-être qu'on fera une pull request sur le GitLab ou le GitLab, je sais plus. Oui, parce qu'il y avait les mêmes questions en ligne, Swazik, de gens qui voulaient bien… Oui, aussi sur les biblios. Oui, vous inquiétez pas, je vous enverrai tout ce que j'ai. Et Simon aussi, je pense. Et puis pour celles et ceux qui veulent rester aussi à la fin, là, moi, en tout cas en présentiel, je suis encore là. Je ne vais pas tout de suite partir s'il y a… Voilà. Moi, je vais vous quitter. Merci beaucoup pour l'échange et puis l'invitation.